Ici, ceux qui écoutent attentivement repartent toujours avec quelque chose de précieux. Aujourd'hui, nous allons à Moscou, en Russie, où les hivers gèlent même l'orgueil. Nous allons suivre Alice, 34 ans, une journaliste qui, pendant 4 ans, a entendu de son propre mari qu'elle ne servait à rien, jusqu'au jour où il l'a échangée contre une femme plus jeune et lui a donné 2 jours pour faire ses valises. Ce que Roman Pavlov ignorait, c'est que la femme qu'il avait rejetée serait celle qui apparaîtrait à l'endroit le plus inopportun possible pour lui. Celle-ci est de ces histoires que l'on n'oublie pas. Restez. Maintenant, place à l'histoire. Alice avait 34 ans, travaillait comme éditrice de texte dans un petit journal numérique de Moscou, et ce jeudi de novembre, elle se tenait immobile au milieu de la cuisine, une tasse de thé froid à la main, attendant quelque chose qu'elle savait déjà venir. Elle ne connaissait pas la forme exacte, elle ne connaissait pas les mots, mais son corps avait déjà donné l'alarme bien avant que la bouche de Roman ne s'ouvre. 4 ans de mariage enseignent des choses qu'aucun cours n'enseigne. Ils enseignent à lire le son d'une clé tombant sur la commode. Ils enseignent à déchiffrer l'inclinaison des épaules d'un homme avant même qu'il n'enlève son manteau. Ils enseignent la différence entre un manteau accroché avec soin et un manteau jeté sur la chaise, comme quelqu'un qui jette une sentence sur la table. Ce jeudi-là, Roman a jeté son manteau. Il est entré dans le salon sans la regarder. Il s'est assis dans son fauteuil. Ce n'était pas un fauteuil quelconque, c'était le fauteuil que Alice n'occupait jamais. Non pas qu'il le lui interdise, il n'avait jamais rien interdit avec des mots directs. C'était plus subtil que cela. C'était une hiérarchie d'objets qui s'était installée dans la maison sans que personne ne s'en aperçoive. Et quand Alice s'en est aperçue, il était déjà trop tard pour questionner. Remarquez, quand une personne cesse de s'asseoir sur une chaise de sa propre maison sans que personne ne le lui ordonne, ce n'est pas de l'éducation, c'est de la peur vêtue d'habitude. Roman a croisé les bras, a regardé un point derrière sa tête et a dit, avec la même naturalité que quelqu'un qui informe d'un changement de forfait téléphonique, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Nous ne sommes plus ce que nous devrions être. Je pense que vous le savez aussi. Alice n'a pas répondu. Son cerveau a fait une chose curieuse à cet instant. Au lieu de traiter les mots de son mari, elle s'est accrochée à une pensée complètement étrangère. Sur la table, il y avait un article qu'elle devait livrer le lundi, un texte sur le marché des restaurants à Moscou, commandé avec un délai, avec un éditeur en attente. Elle a pensé, je dois terminer cet article. Et elle est restée là, tenant cette pensée comme quelqu'un qui tient une bouée au milieu de l'océan. Parce que tout le reste, les mots de Roman, sa posture, le quelqu'un d'autre planant dans l'air, tout cela était trop grand pour tenir d'un seul coup à l'intérieur d'une femme qui venait de recevoir un coup de poing sans aucune main levée. Qui a-t-elle demandé. Sa voix est sortie contrôlée, trop contrôlée. Cela n'a pas d'importance. Pour moi, cela en a. Il a levé les yeux et Alice a reconnu ce regard. 4 ans de mariage et elle connaissait chaque version de ce regard. Celui-là était celui de l'irritation mêlée de supériorité. Le regard de quelqu'un qui pense avoir été dérangé par une question qui ne méritait pas d'être posée. Vika, a-t-il dit, vous ne la connaissez pas, fille de l'un de mes clients, elle a 26 ans. 3 informations. Alice a entendu chacune d'elles se poser sur le sol de la cuisine, comme des pierres tombant d'un mur. Vika, 26 ans, fille d'un client. Elle avait 34 ans. Elle avait passé 4 ans de sa vie avec cet homme. Et à cet instant, elle a compris, avec la froide clarté de celui qui voit enfin le tableau complet, que dans le système de coordonnées de Roman, elle avait toujours été une question de temps. Pas une compagne, pas une partenaire, une date de péremption qu'il avait gérée jusqu'à trouver le substitut. Tu pars a-t-elle demandé. Il a hésité une seconde seulement. L'appartement est à moi. L'hypothèque a été contractée avant le mariage. Vous le savez. Elle le savait. Bien sûr qu'elle le savait. Elle l'avait toujours su. En Russie, les biens achetés avant le mariage restent la propriété de celui qui les a achetés, sans partage. L'hypothèque était à Roman, l'appartement était à Roman, et Alice n'avait exactement aucun droit sur ce toit. Au Brésil, avec le régime de communauté partielle, qui est la norme, le scénario serait même différent. Mais Alice ne vivait pas au Brésil.
Combien de temps ai-je a demandé Alice. Je pense que ce week-end, vous pourrez rassembler vos affaires. 2 jours. Il lui donnait 2 jours. 4 ans de vie. 2 jours de délai. 2 jours de délai. Alice a acquiescé. Elle n'a pas pleuré. Non pas parce qu'elle était forte, car les larmes viendraient plus tard, dans une chambre louée dans le quartier de Taganka, où les murs sentaient la vieille peinture et la vie d'autrui. À ce moment-là, elle a simplement acquiescé, a tourné le dos et est sortie du salon. À la porte, elle s'est arrêtée. « Tu aurais pu me le dire avant », a-t-elle dit, sans se retourner. « Et qu'est-ce que cela changerait ?» répondit-il, lui tournant le dos. Elle ne répondit pas, se dirigea directement vers la chambre et commença à sortir la valise du haut de l'armoire. Retenez cette phrase. Qu'est-ce que cela changerait ? C'est la phrase de celui qui n'a jamais estimé que l'autre personne méritait du temps pour se préparer. Car dans l'esprit de Romane, le temps d'Alice n'avait aucune valeur. Seul le sien comptait. Mais l'histoire n'a pas commencé comme une tragédie. Elle ne commence jamais ainsi. Les histoires les plus douloureuses commencent toujours de la même manière, magnifiquement. Alice avait 29 ans lorsqu'elle rencontra Romane lors d'une fête d'amis communs. Un glacial février où Moscou était enseveli sous une neige fraîche. Une de ces réunions moscovites où personne ne sait vraiment qui est avec qui. Tout le monde a plus ou moins le même âge et le même cercle. Tout le monde parle en même temps et boit du vin pétillant dans de grandes flûtes. Juste pour situer ceux qui n'y sont jamais allés, Patriarche-Prudie est un quartier élégant du centre de Moscou. Des rues bordées d'arbres, des bâtiments anciens restaurés, un lac artificiel entouré d'arbres qui a déjà figuré dans de célèbres pages de la littérature russe. C'est le genre de quartier où la classe moyenne supérieure se retrouve pour dîner. Au Brésil, ce serait comme un quartier chic de São Paulo ou de Rio, mais avec de la neige. La fête se déroulait dans un appartement de ce quartier. Les hôtes parlaient avec animation d'un récent voyage à Lisbonne. Quelqu'un avait mis du jazz. Alice se tenait près de la fenêtre, un verre à la main, observant la ruelle enneigée en contrebas. Des réverbères flous à cause de la neige, des cercles jaunes sur l'asphalte blanc et un silence extérieur qui semblait impossible face au brouhaha de la fête. « Vous êtes la seule personne dans cette pièce à regarder là-bas et non ici », dit quelqu'un à côté d'elle. Elle se retourna. Roman Pavlov était de ces hommes qui marquent les esprits. Grand, bien habillé, une veste sombre, une chemise blanche sans cravate, le dernier bouton ouvert juste au point entre le décontracté et le calculé. Un visage ouvert avec cette assurance qui ne force pas, mais attire, un homme d'à peine plus de 30 ans. Un sourire lent, comme s'il tenait à marquer une pause avant de sourire, afin que la personne en face ait le temps de réaliser qu'il était sur le point de le faire. Notez bien, ce genre de sourire n'est pas de la spontanéité, c'est une technique. Seulement, quand on est de l'intérieur, on ne le perçoit pas. Cela ressemble à du charme. « Dehors, c'est plus intéressant, » répondit-elle, « que nous ici, que la conversation sur Lisbonne pour la 3e fois ce soir. » Il rit vraiment, un rire bref, sans mise en scène. « Romane, » dit-il en tendant la main. « Alice, que faites-vous ici si vous préférez l'extérieur ? J'attends le bon moment pour partir. Et si je vous demandais de ne pas partir ?» C'était une phrase facile à déchiffrer, peut-être même un peu banale, mais il la prononça d'une manière qui fit disparaître la banalité. Il ne resta que le fait qu'il la regardait avec attention et sérieux. Non pas comme on regarde une inconnue lors d'une fête, mais comme on regarde quelqu'un que l'on veut mémoriser. Elle resta. Ils conversèrent jusqu'à presque minuit, immobiles près de cette même fenêtre. Elle parla de son travail à la rédaction d'un petit journal numérique, de son ancien désir d'écrire quelque chose de personnel, pas des articles pour d'autres publications, mais quelque chose de vrai, quelque chose de vivant. Il écouta comme peu d'hommes savent écouter, n'attendant pas la pause pour insérer sa propre histoire, mais vraiment, la tête légèrement inclinée, posant de temps en temps une question courte et précise. Il travaillait dans le bâtiment. Il dit brièvement qu'il avait une petite entreprise. Rien de spécial, un travail comme un autre. Alice se souviendrait plus tard que ce fut le premier signe. Il savait se minimiser au bon moment, créant chez l'autre personne le sentiment qu'elle, la personne en face, était plus intéressante, plus importante.
C'était un talent très commode. Ils se séparèrent à la porte de l'immeuble. Il lui appela un taxi, lui laissa son numéro, dit qu'il l'appellerait et l'appela le lendemain. 3 mois d'une cour qui fut, à vrai dire, impeccable. Il savait surprendre sans vulgarité. Pas des monceaux de fleurs, mais une unique pivoine rouge foncé achetée à la sortie du métro et offerte sans aucune raison. Pas un restaurant pour respecter un protocole. Un petit endroit dans le quartier de Zamoskvorec où il allait depuis des années et connaissait le propriétaire, et où ils s'assirent à une table de coin sous une lumière tamisée et conversèrent pendant 3 heures sans interruption. Ici, il y a un détail que ceux qui viennent du Brésil ne savent peut-être pas. Zamoskvorec est l'un des plus anciens quartiers de Moscou, de l'autre côté de la Moskova. C'était là que vivaient les marchands et les artisans, des gens qui avaient travaillé toute leur vie, des rues étroites, des églises aux coupoles colorées, des petites places cachées. C'est un morceau de Moscou qui a survécu aux guerres et aux révolutions, conservant une atmosphère de petite ville au sein de la grande, un peu comme si l'on transplantait le vieux Lyon au cœur de Paris. Romane se souvenait des détails, de ce qu'elle avait dit lors de leur précédent rendez-vous, du film qu'elle avait mentionné, du fait qu'elle ne mangeait pas de coriandre. Cela ressemblait à de l'attention. Plus tard, Alice comprendrait que c'était autre chose. C'était une collecte de données, une cartographie, mais à l'époque, cela ressemblait à de l'attention. Lorsque Romane lui proposa d'emménager dans son appartement, ils étaient déjà ensemble depuis 6 mois. Alice accepta sans trop réfléchir. L'appartement se trouvait dans le quartier de Pliouchka. Il était beau, spacieux, avec de hauts plafonds et des bibliothèques allant jusqu'au plafond. Romane vivait seul, il était organisé, savait cuisiner le risotto et ne laissait jamais de vaisselle sale dans l'évier. La mère d'Alice vivait à Voronej, une ville à environ 500 km au sud de Moscou, veuve depuis quelques années. La mère fut ravie que sa fille se soit installée. Ses amis l'enviaient, dans le bon sens du terme. Tout s'emboîtait parfaitement. Le mariage eut lieu 15 mois après leur première rencontre, un après-midi de mai, où le printemps moscovite avait enfin fait fondre la dernière neige des parcs. Une petite cérémonie, une quarantaine de personnes, un restaurant sur l'avenue du Nouvel Arbat, une robe blanche aux lignes simples, car Alice n'aimait pas les excès, elle préférait la pureté. Romane la regarda ce jour-là d'une manière qui lui coupa le souffle. Sa mère pleura de joie. Les photos étaient belles. Alice regarderait ces photos plus tard et penserait « Ici, je ne savais pas encore. Et ici non plus. Et ici non plus. » Faites attention, car à partir de là, l'histoire change de ton. Et elle change lentement. C'est ainsi que cela fonctionne. Le premier signe, non pas alarmant, mais étrange, survint environ 3 mois après le mariage. Alice sortit retrouver son amie Nadia. Elles se connaissaient depuis l'université. Elles ne se voyaient pas souvent, mais leur affection était sincère. Elles discutèrent dans un café de la rue Pokrovka. Elles parlèrent de tout, et Alice rentra chez elle vers 21 heures, 1 heure plus tard que prévu. Romane était assis dans le salon, la télévision éteinte. Il ne lisait pas, ne touchait pas à son téléphone. Il était juste assis. « Pourquoi n'as-tu pas prévenu que tu serais en retard ?» demanda-t-il. « J'ai envoyé un message. Tu n'as pas répondu. Nous avons discuté, Nadia et moi, » dit Alice en retirant son manteau. « Vous avez discuté. » Il prononça ces mots d'une manière particulière, avec une légère ironie, comme si la phrase méritait des guillemets. « Romane, nous avions des choses à nous dire. Cela faisait 3 mois que nous ne nous étions pas vus. » J'ai compris. La conversation fut close, sans scandale, sans voix altérée. Juste ce « j'ai compris », court, fermé, avec un froid à l'intérieur. Alice décida qu'il devait être fatigué, que la journée avait été lourde, qu'elle aurait dû mieux le prévenir. Cette nuit-là, ce fut elle qui s'excusa la première. Puis elle se demanda pourquoi les mois suivants s'étaient écoulés à leur propre rythme. Romane travaillait beaucoup, rentrait tard, parfois de bonne humeur, parfois renfermée. Alice continuait à la rédaction, écrivait, suivait sa routine. En fin d'après-midi, ils dînaient ensemble ou séparément, selon son emploi du temps. En apparence, tout semblait normal, mais à l'intérieur, à un niveau qu'elle ne pouvait pas encore nommer, quelque chose se déplaçait. Ce détail est important,
car l'abus psychologique ne commence pas par un cri, ne commence pas par une porte qui claque, il commence par un « j'ai compris » qui laisse un froid dans la poitrine. Il commence par une question qui semble raisonnable, mais qui porte une exigence invisible. Il commence lorsque la personne qui devrait être votre partenaire vous fait sentir que vous devez rendre des comptes pour être resté 1 heure de plus avec une amie. Le premier épisode concret, celui qu'elle appellerait plus tard en silence « le début », se produisit un soir de novembre de la 2e année de mariage d'Ananda. Alice avait rédigé un texte conséquent sur lequel elle avait travaillé pendant des semaines. Ce n'était pas un texte commandé par la rédaction, c'était le sien. Un long article sur des entrepreneurs moscovites qui avaient recommencé de zéro dans les années 90 et avaient bâti quelque chose de réel. Contexte important ici. Les années 90 en Russie furent une période de chaos économique brutal. Avec la fin de l'Union soviétique, le pays traversa une transition qui laissa des millions de personnes démunies. Hyperinflation, usines fermées, épargnes réduites en poussière du jour au lendemain. Au milieu de ce désastre, une génération surgit qui apprit à bâtir à partir de rien. Tel était le thème de l'article d'Alice. Elle fit des entretiens, assista à plusieurs réunions, enregistra, construisit la structure. 120 pages imprimées, avec des annotations, avec des marque-pages collées sur les marges, comme elle le faisait toujours. C'était la première chose depuis longtemps qui lui faisait ressentir ce plaisir professionnel qu'elle avait presque oublié. La sensation de « je fais quelque chose que je sais faire, quelque chose qui compte ». Un vendredi soir, Roman rentra tôt, de bonne humeur, avec du vin, et proposa d'aller dîner chez leurs amis Arnaud et Xenia. « Aujourd'hui, ce n'est pas possible, » dit Alice. « Je veux terminer cette partie tant que les idées sont fraîches. » « Quelle partie ?»« Le 4e chapitre. Il y a l'entretien avec Belov et je veux bien insérer les extraits. » Roman prit les feuilles imprimées sur la table sans demander. Il les prit simplement, feuilleta quelques pages. « Et qu'est-ce que tu comptes en faire ?»« Le terminer, puis essayer de le proposer à une grande publication. » Il reposa le manuscrit sur la table avec un léger bruit, presque désinvolte. « Alice, ils ne l'accepteront pas. » »« Pourquoi ?»« Parce que c'est amateur. Regarde la taille, la structure. Ce n'est pas un format de publication sérieuse. Tu perds ton temps. » Elle sentit quelque chose la piquer à l'intérieur. Cela ne faisait pas encore mal, mais c'était perceptible. « Tu as lu 3 pages. »« Ça m'a suffi. Ne sois pas contrarié. Je suis honnête. Mieux vaut l'entendre de ma part que de recevoir un refus et d'être triste. »« Je ne suis pas contrarié, » dit-elle. « Je ne suis juste pas d'accord avec ton évaluation. » Il haussa les épaules. « D'accord. Allons chez Arnaud. » Elle y alla. Ils passèrent la soirée chez leurs amis. Tout se passa bien. Roman fut charmant et spirituel, comme toujours en public. Alice oublia presque la conversation. Elle faillit ne pas terminer le manuscrit. Non pas qu'il l'eût interdit, il n'interdisait rien. Mais chaque fois qu'elle s'asseyait pour travailler sur ce matériel, quelque chose la dérangeait. Une voix dans sa tête, sa voix, son intonation. « C'est amateur. Ils ne l'accepteront pas. » D'abord, elle essaya d'ignorer, puis elle cessa d'essayer. « Regarde ce qui se passe ici. » Il n'avait pas déchiré le manuscrit, ne l'avait pas jeté à la poubelle. Il avait fait pire. Il avait planté un doute en elle qui grandit seul, sans avoir besoin d'eau ni de soleil. Le doute rongea le manuscrit de l'intérieur, page après page, jusqu'à ce qu'Alice ne puisse plus s'asseoir devant ses feuilles, sans sentir qu'elle perdait son temps. Et c'est la partie la plus cruelle, car quand quelqu'un vous interdit quelque chose, vous savez au moins que vous êtes empêché. Quand quelqu'un sème le doute, vous vous empêchez vous-même, et vous pensez même que c'est de votre faute. À partir de la fin de la 2e année de mariage, Roman commença à dire des choses qu'Alice accepta initialement comme de la sollicitude. D'abord, à quoi bon ce travail à la rédaction ? Il paie une misère, ça ne fait qu'user tes nerfs, reste à la maison, fais autre chose. Ensuite, pourquoi passer autant de temps avec ses amis ? Tu es adulte, tu n'es plus à l'université. Puis, après ça, tu deviens étrange. Vraiment, Alice, ce n'est pas ton style. Ce dernier commentaire concernait une nouvelle robe, vert foncé, élégante. Elle aimait la robe. Elle l'enleva, la remit dans l'armoire, puis la donna à une connaissance à une occasion quelconque.
Le plus lourd et le plus destructeur de tout ne fut aucune cruauté spécifique, mais la somme, petite, systématique, presque imperceptible lorsqu'elle était prise isolément. Roman ne frappait pas, n'insultait pas avec des mots explicites, ne criait pas. Il faisait quelque chose de plus raffiné, une blague légère sur son opinion devant d'autres personnes. Alice est notre spécialiste en tout, avec un sourire comme si c'était une plaisanterie. Ou bien, encore toi avec ça, tu comprends vraiment de quoi tu parles? À voix basse, presque douce, d'une manière qu'on ne pouvait contester, d'une manière qui faisait que la personne elle-même commençait à penser: aurait-il raison? Est-ce que je ne comprends vraiment pas? Ce détail prendra sens plus tard. Retenez-le. Il y eut une nuit qu'elle garda en mémoire avec une clarté absolue. Roman invita 3 associés à dîner à la maison, un dîner d'affaires. Alice dressa la table, fit tout comme il se devait. À un certain moment, la conversation s'engagea sur le thème de l'immobilier, du marché, de la construction. Et Alice, qui à ce moment-là pensait déjà à ouvrir une petite agence de contenu et esquissait un plan d'affaires dans des cahiers, mentionna quelque chose sur les modèles de collaboration avec de petits promoteurs immobiliers au niveau du contenu et du marketing. Elle prononça 3 phrases, seulement 3, juste pour contribuer. Roman la regarda, puis il regarda les associés et rit. Alice est notre stratège, dit-il avec cette intonation qui transformait le mot en moquerie. 3 ans à écrire une chronique dans un petit journal numérique, et maintenant elle sait déjà comment monter une entreprise. Les hommes sourirent par politesse. L'un d'eux, Grégoire, un homme corpulent en bon costume, tenta même de dire quelque chose comme « Pourquoi pas? L'idée est curieuse ». Mais Roman avait déjà détourné la conversation et tout se passa comme si rien ne s'était produit. Alice termina son verre d'eau, se leva de table, inventa quelque chose à propos de quelque chose qu'elle devait régler dans la cuisine. Dans la cuisine, elle resta immobile près de la fenêtre, regardant la rue. Voiture, lampadaire, vie ordinaire de l'autre côté de la vitre. À l'intérieur, c'était le silence et le malaise. Quand les invités partirent, Roman fit la vaisselle. Il le faisait de temps en temps, un geste de bonne volonté ou de mise en scène, selon l'angle. Il faisait la vaisselle comme quelqu'un qui remplit un formulaire de bonne conduite. Non pas parce qu'il le voulait, mais parce que cela lui rapportait des points. « Pourquoi t'es-tu mêlé de cette conversation ?» demanda-t-il sans se retourner. « J'ai juste dit ce que je pensais. Alice, ce sont des hommes d'affaires d'un autre niveau. Tu les as embarrassés avec ton improvisation. » Grégoire a dit que l'idée était curieuse. Grégoire est poli. Elle resta silencieuse. Il s'essuya les mains et alla dans la chambre. Elle resta immobile près de l'évier. Elle attendit qu'il monte, attendit d'entendre la porte de la chambre se fermer. Ce n'est qu'alors qu'elle se dirigea vers la salle de bain, ferma la porte avec précaution, ouvrit le robinet pour étouffer le son et s'effondra. Elle s'assit sur le sol froid entre les toilettes et la baignoire, le dos appuyé contre le carrelage, et pleura de cette manière silencieuse que les femmes mariées apprennent à adopter, la bouche ouverte mais sans un son. Quand elle eut fini, elle se lava le visage, se regarda dans le miroir et vit une femme qu'elle ne reconnaissait presque plus. Des cernes, une bouche crispée, des yeux sans éclat. Quand elle entra dans la chambre, Roman dormait déjà. Elle se coucha dans le coin du lit, tournée vers le mur. Et c'est ainsi qu'elle dormit pendant les 6 mois suivants, dans le coin, tournée vers le mur. Entre nous, c'est la scène qu'aucun voisin n'entend, qu'aucune photo n'immortalise, qu'aucune amie ne voit. C'est la scène qui se déroule dans des milliers de salles de bain à travers le monde, chaque nuit, au sein de mariages qui, de l'extérieur, semblent normaux. C'est le son silencieux de l'abus psychologique. Ceux qui ne l'ont jamais vécu ne peuvent l'imaginer. Ceux qui l'ont vécu le reconnaissent dès la première phrase, « entre nous ». C'est le genre de commentaire qui détruit, non par sa violence, mais par sa précision chirurgicale. Il n'avait pas dit qu'elle était stupide, il n'avait pas dit qu'elle ne valait rien. Il avait dit que les autres étaient d'un autre niveau, qu'elle les avait embarrassés. Et par là, il avait disqualifié non seulement son idée, mais son droit même d'avoir des idées en public, dans sa propre maison, à la table qu'elle avait elle-même dressée. Il y eut une autre occasion, quelques semaines plus tard,
qui resta gravé dans sa mémoire comme une photographie. C'était le 50e anniversaire d'André Bogdanov, un ancien associé de Roman. Un restaurant chic au centre-ville, une trentaine de personnes, toutes habillées pour la soirée. Alice portait une robe bordeaux. Elle discutait avec l'épouse de l'homme fêté à propos d'une exposition qu'elle avait visitée au musée Pouchkine. Roman s'approcha, un verre à la main, et dit à voix haute : « Les amis, faites attention à ma femme. Aujourd'hui, elle se sent conservatrice d'art. La semaine dernière, c'était une experte en construction. Le mois dernier, en politique étrangère. C'est une encyclopédie ambulante. Dommage qu'elle ne termine jamais aucune page. Des rires épars, de ces rires forcés par politesse parce que l'hôte rit de sa propre blague. » Alice sentit son visage brûler, tenta de sourire, échoua, chercha un endroit où poser son verre sans que personne ne remarque son désir de disparaître. Et puis une femme de l'autre côté du cercle, une dame aux cheveux blancs, avec des boucles d'oreilles discrètes et des yeux fermes, dit sans élever la voix, mais avec une clarté qui coupa le rire comme un couteau dans du beurre. « Roman Sergueïev, la dernière fois que j'ai vérifié, ridiculiser son épouse en public n'est pas considéré comme du charme, mais comme de la mesquinerie. » Le silence qui tomba dans cette partie du salon dura 5 secondes éternelles. Roman tenta de se reprendre avec une blague. « Galina Mikhailovna, c'était une blague. » La dame haussa un sourcil, ne dit rien de plus, se tourna simplement vers Alice et lui demanda avec tout le calme du monde des détails sur l'exposition. « Regardez cette femme, Galina Mikhailovna. On ne sait même pas qui elle est et on l'aime déjà. Elle fit ce que 10 invités lâches n'avaient pas fait. Elle appela le méchant par son nom, en public, sans crier, sans scandale, sans perdre son sang-froid. Ce fut un acte qui resta enregistré. Alice n'oublia jamais son nom, et vous ne l'oublierez pas. Dans la voiture, sur le chemin du retour, Roman conduisait en silence, les doigts serrant le volant. Puis il dit, sans la regarder, « Cette vieille n'a rien d'autre à faire de sa vie. » Cette vieille a dit ce que personne n'avait le courage de dire. « Tu es de son côté maintenant ? » ?»« Je suis de mon côté, Roman, pour la première fois depuis longtemps. » Il ne répondit pas, mais Alice perçut dans ce silence une nouvelle fissure, et qu'un coin d'elle-même avait planté une graine. Il faudrait encore 1 an pour qu'elle germe. Mais cela commença là, cette nuit-là, avec cette phrase d'une inconnue. La mère d'Alice disparut progressivement de sa routine au cours de la 3e année de mariage. Non pas que Roman l'ait directement interdit. Cela aurait été trop grossier, trop évident. Il trouvait simplement toujours une raison. « Ce week-end, nous dînons avec Aaron et Cassian. Tu as oublié ? Ta mère peut t'attendre. Tu vas vraiment à Voronezh pendant 3 jours ? Qui va s'occuper de moi ?» Avec un petit rire, mais ce petit rire cachait une exigence. « Pourquoi l'appeler toutes les semaines ? Elle n'est pas malade. Tu n'as pas besoin d'y aller si souvent. » Sa mère téléphonait. Alice parlait brièvement quand Roman était à la maison, mais longuement quand il était absent. Puis, elle réalisa qu'elle organisait ses appels en fonction de son emploi du temps et ne comprit pas à quel moment cela était devenu normal. Ceci mérite attention. Lorsqu'une femme en vient à planifier l'heure de ses appels à sa propre mère en fonction de l'emploi du temps de son mari, ce n'est pas de l'organisation, c'est du contrôle. Et le pire type de contrôle est celui qui n'a pas besoin d'être imposé parce qu'il a déjà été intériorisé. Le manuscrit disparut en avril de la 3e année. Alice rentra du travail, chercha les feuilles imprimées, elles n'étaient pas sur la table. Elle chercha dans le tiroir, sur l'étagère, rien. « Roman, tu as vu mes papiers ? Cette pile de feuilles imprimées. »« Je l'ai jetée, » dit-il sans quitter son ordinateur des yeux. « Comment ça, jeter ? Ça encombrait la table. Ça traînait là depuis des mois. »« Cela signifie que ça ne sert à rien. » Roman. C'était 120 pages. J'y avais passé des mois. Alice, il la regarda par-dessus son écran. « Tu sais bien que ça n'allait nulle part. Tu n'y croyais pas toi-même, sinon tu l'aurais déjà envoyé à une maison d'édition. Je t'ai rendu service. » Elle resta figée devant la porte du bureau, incapable de prononcer un mot. Non pas par manque de choses à dire, au contraire. Il y en avait trop. Tout en même temps, tout embrouillé. Elle tourna simplement les talons et sortit. Cette nuit-là, allongée dans l'obscurité, tandis que Roman dormait paisiblement à ses côtés,
Sans le moindre remords, Alice fixa le plafond et pensa « Je crois que je le déteste ». Et aussitôt après, presque immédiatement, « Je ne dois pas me tromper. Il a probablement raison. Le manuscrit était probablement mauvais, en effet. Ceci est une leçon. Cela a un nom. On appelle cela le gaslighting. C'est quand quelqu'un, de manière systématique et répétée, fait douter l'autre personne de sa propre perception, de sa propre mémoire, de sa propre valeur. Non pas avec des cris, mais avec calme, avec logique, avec des phrases qui semblent raisonnables, mais qui corrodent de l'intérieur comme un acide lent. Alice ne découvrirait ce mot qu'1 an après son divorce, en tombant sur un article sur Internet. Elle le lirait, le relirait, s'assiérait à table, boirait un verre d'eau lentement, puis taperait quelques mots supplémentaires dans la barre de recherche et découvrirait que tout ce qu'elle croyait être son inadaptation, ses échecs, son incapacité à être une épouse normale, tout cela avait un autre nom et une autre explication. Au Brésil, la loi Maria da Penha reconnaît la violence psychologique comme l'une des formes de violence domestique depuis 2006 et depuis 2021. La violence psychologique contre les femmes est également une infraction pénale spécifique dans le Code pénal, passible d'une peine d'emprisonnement. Humilier systématiquement, contrôler, isoler, manipuler la perception de la réalité. Tout cela est violence et est un crime. Le Brésil fut l'un des premiers pays au monde à criminaliser la violence psychologique de manière si claire dans une législation. C'est un motif de fierté. Mais Alice habitait à Moscou, et la découverte viendrait plus tard. Vika fit son apparition dans la vie de Roman. Alice calcula plus tard. Environ 6 mois avant cette conversation dans le salon. Le père de Vika, client de Roman, commença à emmener Roman à son club de campagne pour jouer au tennis le dimanche. La fille apparaissait de temps en temps, jeune, légère, célibataire, tout était facile, tout était proche, tout était commode. Alice ne se douta de rien. À cette époque, elle avait déjà appris à ne pas poser trop de questions. Cela aussi était le résultat de 3 ans, non pas d'une interdiction directe, mais d'un lent entraînement à accepter que ces questions étaient une gêne, de la méfiance, une maladie. Encore toi avec ce contrôle. Quand elle demandait simplement à quelle heure il rentrait, elle ressemblait à une enquêtrice. Quand elle remarquait simplement un numéro inconnu sur le téléphone, elle apprit à ne pas demander et, de ce fait, elle ne savait pas. Le samedi, tandis qu'Alice faisait ses valises, Roman était dans le salon à regarder le football. Il n'offrit aucune aide, ne montra aucune gêne. Une seule fois, il apparut à la porte de la chambre et dit « La télévision de la chambre est à moi, laisse-la là. » « Je n'ai pas l'intention de l'emporter, » répondit Alice. Elle sépara ses vêtements, ses livres, son ordinateur, quelques affaires de toilette. Tout tenait dans 2 valises et un sac à dos. Elle regarda la chambre. 4 ans de vie tiendraient dans 2 valises et un sac à dos. Et elle comprit qu'elle ne voulait pas rester là un instant de plus. Ce fut peut-être la seule chose pour laquelle elle lui serait reconnaissante par la suite. Il ne lui laissa pas le choix de rester sur le seuil. Elle se retourna. Il était dans le couloir, les mains dans les poches. « Tranquille, tu n'as jamais été à ma hauteur, » dit-il, sans cruauté dans la voix, presque lasse, comme quelqu'un qui énonce un fait. « J'ai simplement supporté trop longtemps. » Alice le regarda longuement. Elle le regarda comme on regarde un inconnu, pour la première fois, sans craindre d'être jugée pour ce regard. « Sois heureux, Roman, » dit-elle, et elle sortit. Les 2 premiers mois, elle n'en garda presque aucun souvenir. Une chambre louée dans le quartier de Taganka. La propriétaire, une dame âgée avec un chat, ne posait pas de questions. Le paiement était dû le premier jour du mois. Le reste ne la regardait pas. La chambre était petite, avec une fenêtre donnant sur la cour intérieure, où poussait un vieux bouleau. Alice se réveillait, regardait le bouleau, prenait son café et pensait qu'elle devait faire quelque chose. Puis elle se recouchait. Par inertie, elle continuait d'aller travailler à la rédaction, écrivait des textes, rentrait, mangeait ce qu'elle trouvait. Sa mère l'appelait tous les jours, lui proposant de venir à Voronège. « Viens rester avec moi un moment, repose-toi. » Alice refusait, non par orgueil, mais parce qu'elle ne parvenait pas à s'expliquer à elle-même ce qui lui arrivait. Une nuit, cependant, elle décrocha le téléphone et quelque chose se brisa. Sa mère demanda pour la 5e fois cette semaine-là si elle mangeait,
Et Alice, sans prévenir, se mit à pleurer. De ces pleurs profonds qui viennent de la poitrine, qui secouent dans les épaules, qui font sortir la voix par bribes. Maman, il me traitait d'inutile pendant 4 ans. Il disait que personne ne voudrait de mon texte, que ma famille me soutenait par pitié, que j'étais trop étrange pour me faire des amis. Et j'ai cru, maman, j'ai tout cru. Et quand il m'a quitté pour une autre, j'ai été soulagé. Soulagé, maman. Soulagé. Ma mère écouta sans l'interrompre. Pendant 2 ou 3 minutes, il n'y eut que le silence de l'autre côté. Alice crut que la communication avait été coupée. Puis, elle entendit la voix de sa mère, basse, mais ferme, comme du fer. « Ma fille, écoute, tu n'es rien de ce qu'il a dit. Je te connais depuis que tu tenais dans mes bras. Je sais qui tu es. Tu es ma fille. Tu es forte. Tu vas te sortir de ce mauvais pas. Je prends le train demain. Maman, ce n'est pas nécessaire. J'y vais. Tu ne l'as pas demandé, mais j'y vais parce que je suis ta mère et c'est mon droit. » Et elle y alla, prit le train de nuit depuis Voronège, 10 heures de voyage, arriva à Moscou le lendemain matin avec des sacs de plats faits maison, du pain préparé par maman, de la soupe congelée, de la confiture, le tout emballé dans des torchons. Elle resta 5 jours dans la chambre de Taganka. Elle ne parla pas de Roman, ne posa pas de questions. Elle fut simplement là. Elle cuisina, rangea les tiroirs de sa fille, écouta la radio l'après-midi, et quand elle partit, Alice était un peu plus entière. Pas beaucoup, juste un peu. Mais à ce moment-là, un peu, c'était tout. Ce n'est pas un détail. C'est la raison pour laquelle les mères existent. Pour arriver en train sans demander la permission, avec du pain emballé dans un torchon, et rester 5 jours au cœur de la douleur de sa fille, sans jamais prononcer le mot douleur. Une bonne mère ne demande pas ce qui s'est passé. Une bonne mère arrive. Même après le départ de sa mère, cependant, Alice ne resta entière que physiquement. Elle ne souffrait pas de la faim, travaillait, mais à l'intérieur, il y avait quelque chose qui ressemblait à un vide, non pas aigu, mais sourd, comme lorsque la douleur est présente depuis si longtemps qu'on cesse de l'apercevoir. Retenez cet instant, car cette partie semble petite, mais elle est immense. Quand quelqu'un sort d'une relation d'abus psychologique, le corps s'en va en premier. L'esprit met parfois des semaines, parfois des mois. La personne est libre, mais elle fonctionne encore dans le système de l'autre. Elle entend encore la voix de l'autre, évaluant chaque geste. Elle regarde encore son propre reflet et entend « Tu es inutile ». Une nuit, Alice ne parvint pas à dormir et se mit à penser au manuscrit, à ses 120 pages, et réalisa qu'elle ne se souvenait plus du contenu. Elle se souvenait de quelques noms d'interviewés, de phrases isolées. Mais la structure, celle qu'elle avait construite avec soin, s'était dissoute. Roman avait jeté la version imprimée. La version numérique, Alice n'avait pas réussi à la finaliser. Elle était restée à l'état de brouillon. Et maintenant, en ouvrant le dossier sur l'ordinateur, elle ne trouva que des fragments. Elle ne pleura pas, resta assise devant l'écran, à regarder. Anastasie appela en novembre. Elle ne s'était pas vue depuis presque 1 an, depuis cette nuit-là au café de la Pokrovka, après laquelle Alice s'était habituée à voir ses amis moins souvent. Anastasie avait appris le divorce par des connaissances communes. Elle appela et dit « Je ne m'immisce pas, je suis juste là ». Alice resta silencieuse un instant, puis répondit « Retrouvons-nous ». Elles s'assirent au même café de la Pokrovka, à la même table près de la fenêtre, comme si le temps avait réservé cet endroit pour elle. Anastasie ne posa pas de questions. Elle écouta simplement. Elle commanda 2 cafés, en plaça un devant Alice et attendit. Alice parla d'abord avec prudence, testant chaque mot comme quelqu'un qui marche sur de la glace fine, sans savoir si elle supporterait le poids. Puis davantage, puis beaucoup, comme si elle avait ouvert un robinet resté fermé trop longtemps. Elle parla du manuscrit, de l'humiliation devant les associés, des appels à sa mère à voix basse pendant que Roman n'écoutait pas, de la robe qu'elle avait donnée à quelqu'un d'autre parce qu'il avait dit qu'elle était ridicule. Elle parla du fauteuil où elle ne s'asseyait jamais, de la télévision qui lui appartenait, de la phrase « Tu exagères », qui se répétait dans sa tête comme un disque rayé. Anastasie écouta sans l'interrompre. À la fin, elle dit « Alice, cela a un nom, des mots concrets. Tu sais ?
Je sais, je l'ai découvert il y a peu. Et qu'est-ce que tu vas faire? Alice tint la tasse dans ses mains, chaude, presque brûlante. Avancez, dit-elle. Il n'y a pas d'autre option. L'emploi était apparu par hasard, par l'intermédiaire de connaissances de connaissances. Une petite agence de contenu, nommée Slova, embauchait des auteurs pour du travail à distance. Alice passa le test. 3 textes en 3 jours. Elle fut acceptée. Le paiement n'était pas élevé, mais il était stable. Elle écrivait des textes pour des sites web, des articles, et de temps en temps des communiqués de presse. Ce n'était pas ce dont elle rêvait, mais c'était à elle, rien qu'à elle, sans l'avis de personne sur ce que cela valait ou ne valait pas, sans la voix de Romane résonnant en arrière-plan, disant que c'était amateur, que cela ne fonctionnerait pas, qu'elle perdait son temps. En 4 mois, on l'appela pour un poste fixe en tant qu'éditrice. Le rédacteur en chef, un homme silencieux nommé Paul, la regarda lors d'une réunion et dit « Vos textes sont ceux qui nécessitent le moins de révision. » C'était aussi simple que cela, sans éloge excessif, sans mise en scène, juste la reconnaissance concrète qu'elle savait écrire. Puis vint le premier client direct, puis le second. Elle travaillait beaucoup, non pas parce que quelqu'un l'exigeait, mais parce que le travail lui procurait une sensation qu'elle avait presque oubliée. Je fais quelque chose que je sais faire. Cela fonctionne. Cela sert à quelque chose. Au printemps de l'année suivante, elle loua un studio, petit, dans le quartier d'Alexievskia, au dernier étage, avec vue sur le parc. Lorsqu'elle paya le premier loyer avec l'argent qu'elle avait gagné elle-même, elle resta immobile près de la fenêtre, regardant les arbres. Elle ne dit rien à voix haute, se contentant de mémoriser la sensation. C'était un moment clé. Car cette scène peut paraître insignifiante. Une femme debout, regardant les arbres par la fenêtre d'un appartement loué. Mais pour quelqu'un qui venait d'où Alice venait, pour quelqu'un qui avait passé des années à entendre qu'elle ne servait à rien, payer son propre loyer et regarder par sa propre fenêtre était une révolution silencieuse. C'était le moment où la personne s'écoutait enfin, et ce qu'elle entendait n'était pas la voix d'un autre, mais la sienne. Maxime Severov apparut dans sa vie environ 8 mois après son emménagement dans l'appartement d'Alexievskia. À ce moment-là, Alice ne travaillait plus chez Slova en tant qu'employée. Elle avait créé son propre statut d'entrepreneur individuel, réuni une petite équipe de 3 rédacteurs qu'elle connaissait personnellement et commençait à opérer comme agence. Le nom était simple, Krylova et Associés. Krylova était son nom de jeune fille qu'elle avait repris après son divorce. Pour ceux qui l'ignorent, en Russie, une femme peut reprendre son nom de jeune fille lors de la procédure de divorce sans aucune formalité supplémentaire. C'est un choix direct fait au moment de l'enregistrement. Alice fit ce choix comme on troque une vieille étiquette contre une qui a toujours été la sienne. Au Brésil, on peut aussi reprendre son nom de jeune fille lors d'un divorce, et la tendance récente a grandement facilité le processus. Maxime Severov appela via le portail de l'agence. Son entreprise, le groupe Severov, avait besoin d'une campagne publicitaire pour le lancement d'un nouvel ensemble résidentiel dans la région métropolitaine de Moscou. La tâche était complexe. Public cible, famille, valeurs, espace, sécurité, communauté, et pas seulement des mètres carrés. Alice répondit personnellement à l'appel, discuta pendant 20 minutes et comprit que le travail était intéressant. Ils fixèrent un rendez-vous. Il vint seul au petit bureau de l'agence, près de la station Kurskaya, sans assistant, sans entourage. Cela la surprit. C'était un homme de 45 ans, athlétique, dans un costume de bonne facture mais discret, avec l'habitude de parler et d'écouter avec franchise. Alice fit une courte présentation. Il posa des questions précises, objectives, sans aucune rhétorique. Quand elle eut terminé, il regarda l'écran et dit « C'est la première fois, en 3 réunions avec des agences, qu'on me montre un concept et non une maquette visuelle prête à l'emploi. » « Parce que le concept vient en premier, » répondit Alice. « Je suis d'accord, nous allons travailler ensemble. » Ils signèrent un contrat 1 semaine plus tard. Le premier mois fut strictement professionnel. Réunion, révision, approbation. Alice percevait qu'il était attentif aux détails et ne tolérait pas les formulations vagues. Mais il ne mettait jamais la pression. Il laissait de l'espace aux décisions de son équipe. C'était nouveau. Un jour,
Après une réunion de travail, alors qu'elle rangeait son ordinateur, il demanda « Vous avez déjà dîné ?» Elle leva les yeux. « Pas encore ?»« Moi non plus. Il y a un endroit correct juste à côté, si cela ne vous dérange pas. » Elle ne fut pas dérangée. Le dîner dura 2 heures. Ils parlèrent d'abord du travail, puis de la ville, de ce qu'elle était 20 ans auparavant et de ce qu'elle était devenue. De livres. Ils découvrirent un auteur préféré en commun, quelque chose d'inattendu, et de ce que signifiait construire quelque chose de soi dans les conditions actuelles, sans se plaindre, se contentant de constater la réalité. À un certain moment, il dit sans lourdeur, mais avec cette honnêteté tranquille de celui qui a fait la paix avec sa propre histoire. « J'ai un fils, Dimitri, 23 ans, qui vit à Prague et fait un 3e cycle en ingénierie. Nous nous parlons par appel vidéo environ 2 fois par mois. Sa mère et moi nous sommes séparés quand il avait 12 ans, et il a grandi plus proche d'elle. Aujourd'hui, nous nous respectons, nous nous parlons, mais le manque persiste. C'est un type de manque qui n'a pas de solution, seulement la cohabitation. » Alice le regarda. Elle ne s'attendait pas à cette ouverture. Maxime parla de sa propre fragilité, sans artifice, sans chercher de consolation, se contentant de constater un fait. Et cela, à cet instant, la fit respirer profondément, car elle réalisa qu'elle était assise en face d'un homme entier, avec sa propre douleur, sa propre histoire. Pas un sauveur, un adulte. « Je n'ai pas d'enfant, dit-elle. Par choix. Roman en voulait. Moi, je n'en ai jamais été certaine. » Il hocha la tête sans commenter. Cela, en soi, fut un cadeau. Il ne posa plus de questions sur sa vie personnelle. Elle non plus ne posa plus de questions sur la sienne, sans pression. Juste 2 personnes qui trouvaient intéressant de converser. Il appela 3 jours plus tard, non pas pour le travail, mais simplement pour dire qu'il avait trouvé le livre dont ils avaient reparlé. « Voulez-vous que je l'apporte quand nous aurons l'occasion ?» Elle répondit « Oui, je veux bien. » Au cours des mois suivants, Alice s'habitua peu à peu à quelque chose qui lui semblait presque étrange. Qu'il était possible d'être aux côtés d'un homme et de se sentir soi-même, que son opinion était prise au sérieux, que si elle disait quelque chose, lors d'une réunion d'affaires, il ne la regardait pas avec ironie et ne changeait pas de sujet, qu'elle pouvait appeler sa mère en sa présence sans que personne ne feigne l'irritation. Elle s'y habituait lentement, avec prudence, attendant de temps à autre le coup, avec le corps entraîné de celle qui a déjà appris où se trouve le danger. Le coup ne vint pas. Celui qui était là était Maxime, adulte, stable, un peu réservé quant à lui-même, mais complètement ouvert quant à elle. Il l'appréciait, elle le voyait. Et cette admiration était différente. Elle n'était ni possessive, ni corrective. Elle était du genre à ne rien exiger en retour. Ce qui était amusant dans tout cela, c'est que le minimum nécessaire à une relation saine, respect, écoute, espace, semblait un luxe extraordinaire. Quand on vit des années avec une personne qui transforme le basique en exception, quand on reçoit enfin le basique, cela ressemble à un miracle. Ce n'est pas un miracle, c'est le minimum. Seulement, elle avait oublié à quoi ressemblait le minimum. Un vendredi soir, déjà tard, tandis que Alice était chez elle avec une tasse de café, révisant un autre brouillon, le téléphone sonna. « Alice, demain, il y a un mariage, » dit-il sans préambule. « Un ancien associé, une connaissance de longue date. J'ai promis d'y aller. Viens avec moi. Il y aura des gens importants. Et en plus, on s'amusera. »« Mariage de qui ?» demanda-t-elle. « C'est un mariage dans la famille de Vassili. Sa sœur, tu ne connais pas le marié ? Svetlana Zimin. » Le nom ne lui disait rien. Alice réfléchit une seconde. « D'accord, dit-elle. Je serai prête à 6 heures. »« Parfait. À demain alors. » Elle raccrocha, retourna à son brouillon. Dehors, il pleuvait. Rien n'indiquait ce qui allait arriver. Le samedi se leva gris, comme presque tous les samedis d'octobre à Moscou. Alice se réveilla tôt, prit son café en regardant le parc par la fenêtre et passa un moment à décider quoi porter. Un mariage d'affaires, un environnement formel. Elle n'avait pas de robe de soirée, n'en avait jamais eu. Mais elle possédait une robe couleur pêche, achetée sur un coup de tête dans une friperie de Kitaï-Gorod, qui n'avait presque rien coûté et lui allait comme si elle avait été faite sur mesure.
Des chaussures discrètes, les cheveux attachés, de petites boucles d'oreilles, sans exagération, sans mise en scène. Sobre, elle se regarda dans le miroir et, pour la première fois depuis longtemps, elle aima ce qu'elle y vit. Non pas parce qu'elle était différente, mais parce qu'elle se voyait avec des yeux qui étaient désormais les siens. Maxime passa à 6 heures précises. Costume gris foncé, cravate discrète, voiture impeccable. Quand elle ouvrit la porte, il s'arrêta un instant. Il ne dit rien sur son apparence, se contentant de sourire. Et ce sourire était différent de tous ceux qu'elle avait vus ces dernières années. Il n'évaluait pas, il admirait. Dans la voiture, ils parlèrent de choses légères. Il raconta que le chat de la voisine avait envahi son bureau par la fenêtre et s'était endormi sur une pile de contrats. Elle rit, d'un rire facile et désarmé. Ils conduisaient calmement, traversant les ponts sur la Moskova. Ils se rendirent au restaurant où devait avoir lieu la cérémonie. Ils se trouvaient dans la vieille ville, dans un bâtiment rénové avec une façade en pierre claire et de hautes fenêtres éclairées de l'intérieur. Il y avait un jardin latéral clos de pergolas vitrées, où les invités circulaient avec des coupes. L'organisation était impeccable, tout était silencieux, élégant, sobre, avec cette retenue qui, à Moscou, se confond avec le bon goût. Avant de poursuivre, une information importante. Les mariages moscovites de cette sphère sociale sont des événements méticuleusement planifiés. Ce ne sont pas des fêtes populaires, ni des improvisations, mais des événements d'image. Celui qui invite choisit chaque nom. Celui qui accepte sait qu'il est observé. La liste des invités n'est pas sociale, elle est stratégique. C'est comme une réunion d'affaires avec du vin pétillant et des arrangements floraux. Au Brésil, un mariage est une célébration. C'est une étreinte chaleureuse, une table généreuse, une tante qui pleure d'émotion, un cousin qui arrive sans confirmation et est accueilli de la même manière. En Russie, cela dépend du niveau. Au niveau où la famille Zimine organisait cet événement, le mariage était une vitrine. Maxime salua quelques personnes à l'entrée. Il présenta Alice sans étiquette, sans titre, Alice Krylova. Elle serrait des mains, souriait poliment, enregistrait les visages, une grande table pour le cocktail avec des canapés et des coupes de vin pétillant, des lustres en fer forgé, de la musique classique en fond, un quatuor à cordes, une odeur de lys. « Vous connaissez beaucoup de monde ici ?» demanda-t-elle. « Quelques-uns, la plupart font partie du cercle de la famille Zimine. Vassili est mon partenaire d'affaires. Nous avons un projet en cours. » « Et qui est la mariée ?»« Vika, la sœur cadette de Vassili. D'après ce que j'ai compris, elle et le marié se sont rencontrés il y a environ 2 ans et demi. Je n'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer personnellement. » Alice hocha la tête sans y prêter attention. Elle prit une coupe, observa la salle. C'était beau. Des fleurs blanches ornaient chaque recoin et la lumière, douce et chaude, adoucissait les visages, donnant à l'ensemble l'apparence d'une vieille photographie. Ils s'assirent à une table latérale, près d'une haute fenêtre donnant sur le jardin. Maxime conversait avec un homme aux cheveux gris à propos d'un terrain dans la région d'Odintsovo. Alice regardait autour d'elle avec cette curiosité tranquille de quelqu'un qui se trouve dans un nouvel environnement et n'a aucune obligation de feindre d'y appartenir. Elle observait les détails, les serveurs aux gants blancs, les arrangements d'hortensia sur chaque table, la manière dont les femmes se regardaient les unes les autres par-dessus leur coupe, avec cette évaluation silencieuse, la même à Moscou, à Rio de Janeiro, à Tokyo, ou dans n'importe quel coin du monde où des femmes se rencontrent lors d'événements mondains. C'est alors que la musique changea. Le quatuor à cordes joua un accord plus long, plus solennel. Les gens commencèrent à se lever. La cérémonie allait commencer. Alice se leva aussi par réflexe, sa coupe à la main. Elle regarda l'entrée du salon principal, où 2 portiers aux gants blancs ouvraient les doubles portes en bois. Et puis, elle vit. La mariée entra la première. Robe blanche longue, voile court, bouquet de roses et de pivoine. Jeune, les cheveux sombres relevés, un visage familier. Alice sentit son souffle se couper. Vika, pas n'importe quelle Vika, la fille d'André et Mimi, la femme pour qui Roman l'avait quittée. Derrière elle, bras dessus bras dessous avec sa mère, vint le marié. Costume noir impeccable, chaussures lustrées,
posture droite, menton relevé. Roman Pavlov. Alice ne bougea pas. La coupe de vin pétillant restait fermement dans sa main, car son corps, entraîné par 4 ans de survie domestique, savait garder son sang-froid même lorsque le monde basculait. Son cerveau traita l'information au ralenti. Vassili Zimin, Vika Zimina. La sœur de Vassili, celle que Maxime avait mentionnée au téléphone, était Vika, la même Vika. Et le marié de sa sœur était Roman Pavlov, l'ex-mari d'Alice. Elle était au mariage de son ex-mari. Ne laissez pas cela passer inaperçu, car le monde est vaste. La Russie est immense. Moscou compte plus de 12 millions d'habitants. Et pourtant, la vie est capable de placer une femme exactement là où elle s'y attendrait le moins. Ce n'est pas un scénario. C'est le genre de coïncidence qui n'arrive que dans la réalité, car la fiction a de la pudeur, pas la vie. Maxime perçut quelque chose, la regarda. « Tout va bien ?» Alice déglutit, le regarda, puis regarda devant elle, où Roman et Vika marchaient maintenant dans l'allée centrale du salon, et Vassili, debout au premier rang, regardait sa sœur, avec cette tendresse de celui qui a coélevé, qui protège, sans avoir besoin de le dire. « Je connais le marié, » dit-elle, d'une voix basse et contrôlée. « C'est mon ex-mari. » Maxime ne changea pas d'expression, resta silencieux un instant, puis dit « Voulez-vous partir ?» Elle réfléchit. Pendant un instant, un seul instant, tout son corps cria « Oui, pars d'ici tout de suite, avant qu'il ne te voie, avant que tout ne s'effondre. » Mais ensuite, autre chose survint. Une voix différente, plus basse, plus ferme, plus nouvelle. Une voix qui n'existait pas 2 ans auparavant, une voix qui disait « Tu n'as rien fait de mal. Tu n'as pas besoin de fuir qui que ce soit. Tu es ici avec un homme bien, dans une robe que tu as choisie, avec une entreprise que tu as bâtie. Et personne dans ce salon n'a le pouvoir de te faire sentir insignifiante, à moins que tu ne le permettes. »« Non, » dit Alice, « ce n'est pas nécessaire, je vais bien. » Maxime acquiesça, n'insista pas, ne posa pas de questions, resta simplement à ses côtés. Observez bien. C'est l'attitude de quelqu'un qui comprend que l'autre personne sait ce qu'elle fait. Il n'a pas cherché à la surprotéger, ni à décider pour elle, ni à l'entraîner dehors. Il est resté là, présent, disponible. Et parfois, c'est tout ce dont une personne a besoin. La cérémonie eut lieu dans un salon adjacent, avec des chaises disposées en demi-cercle. Alice et Maxime restèrent dans les rangées du fond. Vika et Roman échangèrent leurs alliances. Il y eut des applaudissements. Il y eut le baiser protocolaire. Il y eut le sourire ouvert de Vika, qui irradiait le bonheur comme quelqu'un qui n'a aucune ombre sur la conscience, parce qu'en effet, elle n'en avait pas. Vika ne savait presque rien d'Alice. Roman lui avait raconté une version arrangée de l'histoire, que le mariage précédent était mort depuis des années, que lui et son ex-femme avaient convenu de la séparation de manière civilisée, qu'Alice était une femme compliquée qu'il avait supportée par devoir. Pour Vika, Alice n'était qu'un nom vague, une ex-femme sans visage que Roman mentionnait en passant, comme on évoque un ancien emploi. Après la cérémonie, le cocktail se prolongea. Les invités circulaient entre les tables, mangeaient, buvaient, échangeaient des cartes de visite. Il y avait un plan de table soigneusement élaboré, chaque table munie d'une liste imprimée de noms. Alice remarqua que leur table était éloignée de la table principale. Maxime était le partenaire d'affaires de Vassili, mais pas un membre de la famille. La distance ne la dérangea pas, au contraire, plus elle était loin de Roman, mieux c'était. Élise garda son sang-froid, conversa avec des gens, répondit aux questions des personnes que Maxime lui présentait, et même sourit par moments. À l'intérieur, une sourde turbulence l'agitait, mais personne n'aurait pu le deviner de l'extérieur. Car s'il y avait une chose que 4 ans passés avec Roman lui avaient apprise, c'était bien cela, maintenir une surface intacte quand le fond se fissure. On pourrait me taxer de malveillance, mais il y avait quelque chose de poétique là-dedans. La même compétence que Roman avait cultivée en elle pour la contrôler. Cette capacité à dissimuler ses sentiments, à garder son calme, à ne jamais laisser transparaître son malaise. Cette même compétence lui servait désormais à se protéger de lui. L'arme qu'il avait forgée se retournait contre lui, et il n'en savait rien.
La première rencontre eut lieu près de la table des desserts. Élise était en train de choisir quelque chose à manger, une part de tiramisu qui semblait raisonnable. Maxime était allé saluer Vika, qui se trouvait à l'autre bout du salon. Elle était seule un instant. Elle jeta un œil à la table. Tiramisu, strudel aux pommes, éclair au chocolat, Medovitch. Élise choisit tout de même le tiramisu, car cette saveur spécifique ne portait aucune mémoire qu'elle aurait eu besoin d'éviter. Elle entendit des pas derrière elle, et avant de se retourner, avant de voir le visage, avant de pouvoir analyser quoi que ce soit, son corps savait déjà, car le corps possède une mémoire que le cerveau ne peut effacer. Le son de ses chaussures sur le sol, le rythme, le poids réparti entre le talon et la pointe. Élise reconnaissait cette démarche parmi mille. Élise. Elle se retourna lentement, sans hâte. Romane se tenait à 2 mètres de distance, un verre à la main. Son visage traversa une séquence d'expressions qui dura moins de 3 secondes. Surprise, calcul, recomposition. Un acteur consommé. 4 ans. Et il était toujours le même. Il changeait de masque comme on change de chaîne. « Que fais-tu ici » demanda-t-il. « J'ai été invitée » répondit-elle, d'une voix calme, sans sourire, sans hostilité. « Invitée par qui ?»« Je suis venue avec Maxime Severov. » La mention du nom provoqua une réaction subtile. Les yeux de Romane se plissèrent. Il connaissait ce nom. Bien sûr qu'il le connaissait. Severov était le partenaire commercial de son beau-frère. L'entreprise de Maxime avait un projet en cours avec Vassili, le frère de Vika, un contrat de 35 millions de roubles pour un projet immobilier dans la région de Miti. Et le pire, ou le meilleur, selon l'angle, était que l'entreprise de Romane avait été désignée comme constructeur exécutif de ce projet, sur suggestion directe de son beau-père, Andrei Zimin. C'était le plus gros contrat du portefeuille de Romane, encore en phase d'approbation finale entre Maxime et Vassili, mais considéré comme acquis dans les milieux d'affaires. Romane savait exactement qui était Maxime Severov et découvrait à présent que l'ex-femme qu'il avait jetée, il y a près de 2 ans, se trouvait là, dans ce salon, en tant qu'accompagnatrice de l'homme le plus important de cette fête, après la famille Zimin. Sur le marché immobilier russe, où chaque projet dépend de partenariats entre constructeurs et investisseurs, perdre un contrat de cette envergure n'est pas un simple faux pas, c'est un effondrement. Et Romane, qui travaillait dans le bâtiment et dépendait du réseau d'Andrei Zimin pour rester influent, le savait mieux que quiconque. « Severov », répéta Romane, et il sourit. Ce sourire qu'Élise connaissait si bien, dénué de toute chaleur. Un sourire qui était moins un sourire qu'un avertissement. « Tu sors avec Severov » ? Je ne répondrai pas à cela. Pas besoin, j'ai compris. Il but une gorgée de son verre, la regarda de haut en bas, d'une manière qui n'était pas de l'admiration, mais un inventaire. Il évaluait ce qu'elle portait, son apparence, si elle semblait mieux ou moins bien, si elle avait changé. Élise sentit son regard et reconnut le mécanisme. 4 ans de cela apprennent à une personne à identifier chaque variation de ce scanner. « Tu es différente », dit-il. « Je suis plus mince, plus heureuse. » La réponse sortit avant qu'elle ne puisse la modifier. Elle n'était pas calculée, elle était réelle. Et Romane le perçut. Quelque chose dans sa mâchoire se durcit. Une contraction minime, presque invisible, mais qu'Élise lut comme on lit un panneau de signalisation. « Tant mieux, » dit-il sèchement. « Je suis heureux pour toi. » Et il s'éloigna sans un au revoir, sans politesse. Il s'éloigna simplement, le verre fermement tenu en main, et les épaules légèrement plus rigides qu'auparavant. Un homme qui venait de découvrir que le jouet qu'il avait jeté fonctionnait parfaitement dans la main d'un autre. Notez bien, elle ne trembla pas, ne s'enfuit pas, ne baissa pas les yeux, dit ce qu'elle pensait et resta debout. Et cela, pour quelqu'un qui venait de là où elle venait, n'était pas peu, c'était beaucoup, c'était tout. Car la victoire ne fut pas la phrase astucieuse, la victoire fut la posture, le calme, le fait qu'elle se tenait là, debout, et n'avait eu besoin de personne pour rester droite. Élise resta immobile près de la table des desserts, reposa l'assiette. Le tiramisu ne semblait plus si intéressant. Son cœur battait fort, mais ses mains étaient fermes. Elle ne pleura pas. Elle ne voulut pas pleurer. Elle voulait juste
respirer profondément. Et elle respira. Elle remplit ses poumons lentement, expira lentement, regarda autour d'elle. Le salon continuait, la musique continuait, la vie continuait. Et elle était au cœur de la vie, non pas à l'extérieur à observer. Maxime revint environ 10 minutes plus tard, s'assit à côté d'elle avec une assiette de nourriture et une expression tranquille. Il avait apporté 2 assiettes, en fait une pour elle aussi, un petit geste. Mais quiconque a vécu avec quelqu'un qui ne faisait jamais de petits gestes sait qu'une assiette de nourriture posée devant soi, sans qu'on la demande, est un acte de présence qui vaut plus que des discours. « As-tu rencontré quelqu'un que tu connais ?» demanda-t-il. « J'ai rencontré Romane, dit-elle. Nous avons parlé brièvement. » Il l'observa. « Ça va ?» « Oui. » Il n'insista pas, mangea. Ils parlèrent d'autre chose, d'un article qu'elle avait récemment écrit pour un client de Saint-Pétersbourg, du délai d'un projet, de la neige qu'il promettait pour la semaine suivante. Des choses ordinaires, légères, qui avaient l'effet exact des choses ordinaires et légères. Elles ancraient la personne dans le présent. Inutile de commenter. Ou plutôt, si, il faut commenter. Cet homme avait compris qu'elle n'avait pas besoin d'un interrogatoire, pas besoin de « raconte-moi tout », pas besoin qu'il aille lui parler. Elle avait besoin de normalité, et il lui offrit la normalité. Parfois, l'acte le plus généreux qu'un homme puisse accomplir est de ne rien faire, de ne pas enquêter, de ne pas s'énerver, de ne pas transformer la douleur d'autrui en spectacle pour sa propre justice, mais simplement d'être là, avec une assiette de nourriture et un silence de qualité. La deuxième rencontre avec Romane eut lieu 40 minutes plus tard, dans la zone du jardin d'hiver. Élise était sortie prendre l'air. La fête était animée, le salon chaud, et le jardin d'hiver offrait un silence bienvenu. Il y avait peu d'invités dehors. 2 femmes conversaient au loin près d'un arrangement d'hortensia blanc. L'une d'elles fumait, l'autre gesticulait avec une coupe. Élise resta près de la balustrade, regardant le ciel gris et les lampadaires qui s'allumaient de l'autre côté du mur, des taches orangées contre la fine brume. Romane apparut par le couloir latéral, seule, sans coupe cette fois, les mains dans les poches de son veston et le visage de quelqu'un qui a quelque chose à dire. La mâchoire serrée, le pas délibéré. Il n'était pas là par hasard, il était venu la chercher. « Puis-je te parler 1 minute ? Nous sommes déjà en train de parler. » Il s'approcha, se tint à ses côtés, regardant le même ciel. De près, elle sentit son parfum, le même que toujours, boisé, cher. Et pendant une seconde involontaire, son corps réagit avec une familiarité qui la dérangea. Non, pas la nostalgie, mais la reconnaissance, l'odeur d'un lieu où elle avait vécu et qui existait encore dans un coin de sa mémoire sensorielle, comme l'odeur d'une maison d'enfance déjà démolie. « Sévérov a plus de 45 ans, dit Romane. C'est presque vieux pour toi, c'est ça ta préoccupation ? Ce n'est pas une préoccupation, c'est une observation. Romane, tu as perdu le droit de faire des observations sur ma vie le jour où tu m'as donné 2 jours pour quitter l'appartement. » Il tourna le visage et là, dans ce profil contre la lumière grise du jardin, Élise vit quelque chose qu'elle n'attendait pas. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas du mépris, c'était autre chose. Quelque chose de plus laid, de plus honnête, de plus dangereux. C'était de l'envie. Romane Pavlov était envieux. Envieux qu'elle aille bien, envieux qu'elle soit entière, envieux qu'elle soit belle dans une robe qu'il n'avait pas choisie, aux côtés d'un homme qu'il ne contrôlait pas, à une fête où il n'était pas le centre de sa vie, vivant une existence qu'il n'avait pas dessinée. Retenez cette phrase. Un homme qui rejette une femme et qui ensuite éprouve de l'envie à la voir bien, ne l'aimait pas, il la possédait. Et celui qui possède ne ressent pas la nostalgie, mais la perte de patrimoine. « Tu as changé, dit-il. » Et sa voix avait quelque chose de différent, une fissure, une fente, par où s'échappait quelque chose qu'il ne voulait pas montrer. « Les gens changent quand ils cessent d'être rabaissés, » répondit Élise. « Rabaissés ? De quoi parles-tu ? De 4 ans passés à être traités comme un accessoire ? D'un manuscrit jeté à la poubelle ? D'être humilié devant tes amis ? De ne pas pouvoir appeler ma propre mère sans calculer ton emploi du temps ? » Romane ouvrit la bouche, la referma, l'ouvrit de nouveau. « C'est absurde.
Je ne t'ai jamais rien empêché. Tu n'avais pas besoin d'empêcher, Romane. Tu convainquais, et je croyais. » Il resta silencieux un long instant. Le vent du jardin agitait les arbustes derrière la pergola. Une feuille se détacha de quelque part et se posa sur le sol entre eux deux. « Tu as toujours été exagéré, » dit-il à voix basse, presque pour lui-même. Élise se tourna vers lui, le regarda dans les yeux. Pendant 4 ans, ses yeux avaient été les yeux du juge, de l'expert, du détenteur de la vérité. Pendant 4 ans, elle avait cru en ce tribunal unipersonnel, et maintenant, elle regardait le juge et voyait ce qu'il avait toujours été. Un homme insécure qui avait besoin de rabaisser quelqu'un pour se sentir à la bonne taille. Je n'étais pas exagéré, Romane. J'étais maltraité, je ne connaissais juste pas le mot. Il recula d'un pas, littéralement, comme si les mots avaient une masse physique. Son visage changea. La contenance qu'il portait toujours comme une armure se fissura un instant, et Alice aperçut en dessous le petit garçon effrayé qu'il cachait à tout le monde, y compris à lui-même. « C'est ridicule, » dit-il. Mais sa voix n'avait plus la même fermeté. « C'est la vérité, et la vérité n'a pas besoin de son approbation pour exister. » Elle quitta le jardin, rentra à l'intérieur et s'assit à côté de Maxime, qui discutait avec Vassili et Mime des délais de construction. Elle commanda un verre d'eau pétillante et se joignit à la conversation comme si rien ne s'était passé, car extérieurement, rien ne s'était passé. Intérieurement, elle venait d'abattre un mur qui était resté debout pendant 6 ans. C'est magnifique, car la plupart des gens imaginent que la grande victoire s'accompagne de feux d'artifice, d'un public, d'applaudissements. Mais parfois, la plus grande victoire dans la vie d'une personne se déroule dans un jardin vide, sous un ciel gris, avec une phrase prononcée à voix basse que seules 2 personnes ont entendue, et c'est suffisant, plus que suffisant. La 3e rencontre n'avait pas été le choix d'Alice, mais celui de Romane, et ce fut la pire. La fête battait son plein. Le dîner avait été servi. Un menu de 4 plats avec une entrée de saumon fumé, une soupe chaude de betterave, un médaillon de veau et un dessert aux fruits rouges. Il y avait de la musique, il y avait de la danse. Vika circulait dans la salle de réception, vêtue de sa robe blanche et arborant le sourire d'une mariée comblée, saluant tous les invités avec la même grâce étudiée. Romane la suivait, la main dans son dos, un sourire de circonstance, le couple parfait pour les photographies. Mais Romane ne cessait de regarder Alice. Il ne le dissimulait pas. Il la regardait de loin, entre 2 salutations. Il la regardait quand Alice parlait à quelqu'un. Il la regardait quand elle riait de quelque chose que Maxime disait. Il la regardait quand elle se levait pour aller aux toilettes. Il la regardait comme s'il ne pouvait croire qu'elle était là, entière, fonctionnelle, vivant sans avoir besoin de lui. Vika le remarqua. À un moment donné, elle saisit le bras de Romane et lui murmura quelque chose à l'oreille. Il détourna les yeux un instant, puis se remit à la regarder. Arrêtons-nous un instant, car c'est le moment où l'histoire révèle ce que Romane est réellement. Il est à son propre mariage, aux côtés de sa nouvelle mariée, entouré d'invités, des partenaires commerciaux de son beau-père, de personnes importantes, et malgré tout, il ne peut détacher ses yeux de la femme qu'il a jetée. Non pas qu'il l'aime, mais parce qu'elle n'est pas détruite, et cela le dérange. Le roman que nous connaissons dans cette histoire ne regrette pas Alice, il regrette le pouvoir qu'il avait sur elle. Et voir ce pouvoir disparaître, voir la femme qu'il a dominée pendant 4 ans, debout, solide, souriante, est insupportable pour un homme dont toute l'identité a été construite sur le contrôle. Il était presque 22 heures quand cela arriva. Alice revenait des toilettes par un couloir latéral, plus étroit, avec un éclairage plus tamisé. Il y avait un grand tableau au mur, un paysage russe d'hiver, et à côté, une porte entr'ouverte menait à une pièce de service. Le couloir était vide. Les bruits de la fête parvenaient étouffés, comme s'ils venaient d'un autre monde. Romane apparut à l'autre bout, s'arrêta et la regarda. Sa posture était déjà différente, les épaules plus larges, le menton plus haut. Ce n'était pas le roman mondain, c'était le roman de l'appartement de Pliouchchika, le roman des portes closes. Alice, elle aussi, s'arrêta, sentit son estomac se nouer, non pas de peur, mais de reconnaissance. Son corps savait ce qui allait arriver avant même que les mots ne soient prononcés.
Roman, je ne veux pas reparler de ça. Et moi, si. Il s'approcha. Pas de manière menaçante. Il n'était jamais menaçant de façon évidente. Il était de ceux qui s'approchent calmement, d'une voix contrôlée, et transforment le calme en une prison. « Tu es venu ici exprès, dit-il, pour m'humilier à mon mariage. Je ne savais pas que c'était ton mariage. Je suis venue en tant qu'accompagnatrice de Maxime. Mensonge, tu savais. Tu as toujours été dissimulatrice. » Le mot tomba dans le couloir comme une gifle. Dissimulatrice. Alice sentit le sang lui monter au visage, mais elle n'explosa pas. Non pas qu'elle se contrôlât, car cela ne fonctionnait plus ainsi. La colère ne se manifestait pas par une explosion, mais par une clarté. « Roman, regarde-toi. Tu es à ton propre mariage avec une mariée de 26 ans, entourée d'invités, et malgré tout, tu n'arrives pas à me laisser tranquille. Qu'est-ce que cela dit de toi? Cela dit que je connais ton genre. Tu apparais avec un homme riche, tu fais semblant d'aller bien, tu fais semblant d'avoir une entreprise et tu veux faire croire que tu as tout surmonté. Mais je sais qu'intérieurement, tu es toujours la même femme insécure qui ne parvient pas à terminer un texte sans demander d'approbation. » Les mots étaient comme un scalpel, précis, froid, calibré pour couper exactement là où ça faisait le plus mal. Il savait où se trouvaient les plaies, car c'était lui qui les avait ouvertes. Mais Alice n'était plus la femme de l'appartement de Pliushchika. « J'ai fondé une agence, » dit-elle. Sa voix était ferme, d'une fermeté qu'elle ne se souvenait pas avoir eue. « J'ai des clients, j'ai une équipe, j'ai un chiffre d'affaires. Je paie mon loyer, j'achète ma nourriture, je choisis mes vêtements, j'appelle ma mère quand je veux et je sors avec qui je veux, quand je veux, sans demander la permission à personne. » « Une agence, » répéta Roman, avec le même ton qu'il avait utilisé des années auparavant pour dire « c'est amateur ». Une agence de pacotille avec 3 pigistes et un bureau de la taille d'une salle de bain. Tu es accroché au bras d'un homme qui vaut 10 fois plus que toi et tu veux jouer les invités d'honneur. J'avais la compétence qui avait poussé Severov à me choisir. 3 agences avaient été testées. La mienne avait gagné, non par sympathie, mais par qualité. Quelque chose que tu n'avais jamais reconnu, car reconnaître signifiait admettre que j'étais plus que ce que tu avais besoin que je sois. La phrase fit mouche. Alice le vit dans ses yeux. Un éclat non pas de compréhension, mais de douleur. Car la vérité, lorsqu'elle tombe sur ceux qui ne veulent pas l'entendre, fait mal comme une pierre. Roman ouvrit la bouche pour répondre. Son visage était rouge. Une veine dans son cou pulsait. Il était sur le point de dire quelque chose de plus, quelque chose de pire, quelque chose qui viendrait de cet endroit sombre où les hommes comme lui gardent les mots les plus lourds pour quand ils sentent qu'ils perdent le contrôle. Et une voix derrière lui dit « Alice, Alice ». Les deux se retournèrent. Maxime se tenait au début du couloir, immobile, droit, les bras le long du corps, et une expression qui n'était ni de colère, ni de menace, mais de clarté. L'expression de celui qui avait vu assez pour tout comprendre. Ses yeux allèrent de Roman à Alice et s'arrêtèrent sur Alice, vérifiant. Non pas si elle était blessée physiquement, mais si elle avait besoin de quelque chose. Alice entre les lignes. Maxime n'avait pas entendu toute la conversation. Il était arrivé à la fin, mais il en avait suffisamment entendu. Il avait entendu de pacotille. Il avait entendu accroché au bras. Il avait entendu le ton. Et pour un homme comme Maxime, qui avait bâti une entreprise à partir de rien et savait reconnaître le caractère en 30 secondes, cela fut suffisant, plus que suffisant. « Maxime, » dit Alice. Roman redressa son corps. Le changement fut instantané. La posture, l'expression, la composition du visage, tout se reconfigura comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton. En 2 secondes, Roman Pavlov cessa d'être l'homme qui crachait son venin dans le couloir et redevint le fiancé élégant, au sourire de circonstance, la main tendue. « Severov, enchanté de vous rencontrer personnellement. Roman Pavlov. » Maxime ne serra pas la main. C'était une leçon, car une main tendue qui n'est pas acceptée est un petit geste qui dure moins de 3 secondes. Mais dans ce couloir, devant Alice et Roman, ces 3 secondes pesèrent comme du plomb. Roman garda la main en l'air. 1, 2, 3 secondes. Puis il la baissa et là, dans ce geste refusé, quelque chose changea. L'air changea.
La hiérarchie changea. Roman regarda Maxime, regarda la main que personne n'avait serrée, et pour la première fois de la soirée, ne sut que dire. Roman Pavlov, l'homme qui avait toujours une phrase prête, une réponse calibrée, une sortie élégante, resta muet, immobile, les bras le long du corps et le visage de celui qui venait de réaliser qu'il existait des gens dans le monde qui n'étaient pas impressionnés par sa pose. « Alice, allons-y, » dit Maxime. Voix plate, sans performance. Elle marcha vers lui. Roman resta seul dans le couloir, avec la main que personne n'avait serrée et la pose que personne n'avait achetée. Le tableau du paysage russe hivernal le regardait depuis le mur, et si les paysages pouvaient parler, celui-là aurait dit « Tu l'as mérité ». Quand Alice et Maxime retournèrent dans le salon, il demanda sans tourner la tête « C'était fréquent, ça ? Quoi ? La façon dont il te parlait ?» Elle regarda droit devant elle. Le salon était bondé, bruyant, festif. Vika dansait avec son père. Des serveurs circulaient avec des plateaux de champagne. Une femme riait fort à une table au fond. « C'était quotidien, » répondit Alice. « 4 ans. » Maxime hocha la tête. Sa mâchoire se contracta une seule fois. Puis elle se détendit. Il ne dit plus rien. Ce n'était pas un hasard. Car lorsqu'un homme entend que la femme à ses côtés a été humiliée quotidiennement pendant 4 ans et ne part pas au front, ne fait pas de scène, ne transforme pas sa douleur en performance de protection, mais se contente de garder l'information et d'agir plus tard. Ce n'est pas de la passivité, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est le genre d'homme qui sait que le moment n'est pas le sien, que la douleur n'est pas la sienne, et que la meilleure chose qu'il puisse faire est de tout retenir et de décider calmement. Ils restèrent encore environ 20 minutes. Maxime alla voir Vassili et Marin, qui étaient animés, bavards, le visage rougi de celui qui avait bien trinqué pour sa sœur. Ils se saluèrent. Maxime dit quelque chose de bref à l'oreille de Vassili. Le visage de Vassili devint sérieux un instant. Puis il sourit de nouveau et tapota l'épaule de Maxime. Le genre d'interaction qui, pour un observateur extérieur, semblait normal, mais qui portait en elle le poids d'une décision qui allait changer la vie de plus d'une personne dans ce salon. Alice et Maxime partirent vers 11 heures. Dans la voiture. Le silence. Pas un silence pesant. Un silence de ceux qui traitent l'information. Les rues de Moscou défilaient par la fenêtre, éclairées de jaune par les lampadaires. Il pleuvait finement. Les gouttes sur le pare-brise rendaient tout flou. Et Alice pensa que c'était exactement ainsi que la soirée entière lui avait semblé. Floue, confuse, incroyablement réelle. « Merci, » dit Alice, « de ne pas avoir fait de scène. »« Ce n'était pas mon scandale à faire, » répondit-il. « C'était le vôtre, et vous l'avez géré à votre manière. » Elle sourit vraiment, et dans ce sourire, pour la première fois depuis longtemps, il n'y avait aucune douleur. Pour un Français, cela pourrait paraître étrange, mais en Russie, la discrétion dans les situations sociales est presque un code de conduite, surtout parmi les hommes d'affaires. Maxime n'avait pas confronté Roman dans le couloir, car cela aurait créé une scène à la fête de son associé. Mais sa discrétion n'était pas de la passivité, c'était une stratégie, car Maxime avait déjà pris une décision. Il n'avait simplement encore informé personne. Le lundi suivant, Alice reçut un appel de Maxime à 8 heures du matin, tôt pour un appel social. Elle décrocha depuis son bureau, sa 2e tasse de café à la main. « J'ai quelque chose à vous dire ?» dit-il. « J'ai refusé le contrat avec Vassili. J'ai annulé la signature finale qui était prévue pour aujourd'hui. » Alice posa lentement sa tasse sur la table. « Quoi ? Le projet Amitichi. 35 millions de roubles. Il n'aura pas lieu. » « Maxime, vous n'aviez pas besoin de faire ça ? » « Si, j'en avais besoin. Ce n'est pas à propos de vous, c'est à propos de moi. Je ne fais pas affaire avec des gens qui s'associent à ceux qui traitent les autres de cette manière. Et si Vassili accepte Roman dans sa famille en sachant comment il est, je dois reconsidérer avec qui je m'associe. » Alice s'assit lentement sur sa chaise de bureau, regarda l'écran de son ordinateur, les fenêtres, la rue en contrebas, où un vendeur de marrons chauds installait sa charrette comme chaque matin. « Vassili n'y est pour rien, » dit-elle. « Vassili est le beau-frère d'un homme qui humilie son ex-femme à son propre mariage, devant les invités,
dans un couloir sombre. Si Vassili trouve cela normal, alors ce n'est pas quelqu'un avec qui je veux partager une entreprise. Et si Vassili ne le sait pas, il le saura maintenant. Je l'en ai informé. Et qu'a-t-il dit? Il a été surpris. Il a dit que Roman était un homme compliqué, mais compétent. J'ai répondu que la compétence sans le caractère ne m'intéresse pas. Alice respira profondément, regarda une fois de plus par la fenêtre. Le vendeur de marrons avait déjà allumé son brasero. La fumée montait, blanche contre le ciel gris d'octobre. « Vous allez perdre de l'argent, dit-elle. Oui, 35 millions de roubles. Mais je dors bien. Et cela vaut plus que n'importe quelle entreprise à Mytichi. C'est le moment clé, car 35 millions de roubles, ce n'est pas une petite somme. Cet argent permettrait d'acheter des appartements, de payer des employés, de lancer des chantiers. C'est le genre de somme qui fait réfléchir un entrepreneur à 3 fois avant d'y renoncer. Et Maxime a tout abandonné, non par impulsion, non par héroïsme, non pour impressionner Alice, mais parce qu'il croyait en une chose simple. On ne fait pas affaire avec ceux qui ne nous respectent pas. Et ceux qui pensent que c'est de la naïveté n'ont jamais bâti de réputation. Car dans le monde des affaires, la réputation d'une personne se construit précisément par ses choix, par les choses auxquelles elle dit non, par les contrats qu'elle refuse, par les 35 millions qu'elle laisse sur la table lorsque l'alternative est de s'associer à quelqu'un qui ne le mérite pas. Contrairement à la France, où de nombreuses affaires se règlent par la discussion et le contact direct, en Russie, l'environnement des affaires est plus formel et plus rigide. Lorsqu'un partenaire rompt un contrat d'une telle ampleur, le marché entier est au courant en quelques jours. Il n'y a pas moyen de le cacher, de le minimiser ou de l'annuler. La nouvelle circule lors des déjeuners, des appels téléphoniques, des rencontres dans les couloirs, et avec la nouvelle circule la raison. La nouvelle parvint à Roman le mardi. Vassili Zimine l'appela. La conversation fut brève. Vassili lui expliqua que Maxime Severov avait annulé le projet et en donna la raison. « Il a dit qu'il avait vu comment vous aviez traité votre ex-femme au mariage, » dit Vassili. Roman resta silencieux pendant quelques secondes. « Roman, que s'est-il passé dans ce couloir ?»« Rien ne s'est passé. J'ai rencontré Alice par hasard. Nous avons parlé. Il n'y a eu aucun incident. Severov a vu les choses différemment. Severov a vu ce qu'il voulait voir et utilise Alice pour me nuire. C'est tout. Il veut me mettre hors jeu pour prendre ma place. Ce n'est pas ce qu'il m'a dit. Et je connais Severov depuis 15 ans. Il n'est pas de ce genre. » La conversation se termina sans accord. Vassili ne blâma pas Roman directement, mais ne le défendit pas non plus. Et ce silence, cette absence de défense, en dit plus que n'importe quelle accusation. Voyez la froideur, car Roman, à cet instant, fit exactement ce qu'il avait toujours fait. Il redéfinit la réalité. Il n'y a pas eu d'incident, il n'a humilié personne. Alice, elle est sensible. Non, Vassili, mais Severov manipule. Le monde entier a tort. Lui seul a raison. C'est le même mécanisme que « c'est un amateur ». Tu exagères. Igor est bien élevé. La même technique appliquée maintenant dans un contexte différent. Sauf que cette fois, cela n'a pas fonctionné car de l'autre côté, il n'y avait pas une femme isolée qui croyait en lui. Il y avait Vassili Zimine qui connaissait Maxime Severov depuis 15 ans et savait quel genre d'homme Maxime était. Et entre la parole de Roman et celle de Maxime, le choix ne fut pas difficile. Les effets financiers s'abattirent sur Roman, comme une série de dominos. Le premier domino. Sans le projet de Mytichki, l'entreprise de Roman perdit le contrat le plus lucratif en cours. Le projet représentait non seulement un chiffre d'affaires direct, mais aussi une crédibilité sur le marché. C'était le genre de partenariat qui ouvre des portes. Sans lui, les portes se fermèrent, une par une. Le deuxième domino, André Petrovitch Zimine, père de Vika et beau-père de Roman, apprit l'histoire. Vika la raconta. Et André, qui était le principal garant de Roman dans les milieux d'affaires de Moscou, fut contrarié. Non pas par le comportement de Roman avec Alice, à vrai dire. Cela, il l'aurait peut-être toléré, peut-être ignoré, peut-être qualifié d'affaires personnelles, mais par le fait que ce comportement avait coûté un contrat de 35 millions d'euros. André Zimine était un homme de chiffres, et les chiffres étaient clairs.
Le troisième domino. Les projets suivants de Roman commencèrent à stagner. Deux nouveaux clients en négociation ne se concrétisèrent pas. Un ancien partenaire demanda une révision des termes. Personne ne dit ouvertement que c'était à cause de l'épisode du mariage, mais personne n'avait besoin de le dire. Sur le marché immobilier de Moscou, les informations circulent en silence, comme des eaux souterraines. Personne ne les voit, mais tout le monde sent le terrain s'amollir. Le quatrième domino, la voiture. Roman possédait une automobile importée qu'il finançait. Sans le chiffre d'affaires attendu du projet de Mytishki, le flux de trésorerie se resserra. En 2 mois, il rendit la voiture au concessionnaire. La scène chez le concessionnaire mérite d'être racontée. Le directeur qui l'accueillit, un homme nommé Igor Petrovitch, était le même qui lui avait vendu la voiture 3 ans auparavant avec une poignée de main et une coupe de champagne. Ce matin-là, sans aucune coupe, Igor regarda le document et demanda « Roman Sergeyev, puis-je vous demander la raison de ce retour ?»« Restructuration. » Igor le sentit de cette manière que les hommes d'affaires perçoivent quand ils comprennent plus que ce qui est dit. Avant que Roman ne parte, il demanda à voix basse « Puis-je vous proposer quelque chose? Un modèle plus simple? Nous avons des options d'entrée de gamme. » Et ce fut le pire. Ce ne fut pas la remise de la voiture en elle-même, ce fut la pitié dans la voix du directeur. Ce fut Igor Petrovitch qui, 3 ans auparavant, traitait Roman comme un client important, lui offrant désormais un modèle d'entrée de gamme avec cette délicatesse que l'on n'offre qu'à ceux qui sont en train de chuter. Roman leva le menton, dit « Non, merci », et quitta le concessionnaire à pied en direction de la station de métro la plus proche. Ce fut la première matinée de la nouvelle phase. À 7h40 du matin, dans un wagon bondé, il était agrippé à la barre et au-dessus de lui, sur l'écran publicitaire du train, passait une publicité pour de nouveaux appartements à Mytishki, le projet immobilier de Vassili, le contrat qu'il avait perdu, la blague de l'univers. Et juste pour nous, il existe une justice poétique que la vie ne délivre que de temps en temps. Elle ne vient pas avec un avertissement, ni avec un public, elle arrive ainsi, sur un écran de métro à 7h40 du matin, montrant exactement ce que la personne a perdu pour avoir été ce qu'elle est. Je sais que je ne devrais pas, mais il est impossible de ne pas commenter. Roman Pavlov, l'homme qui s'asseyait en bout de table sans demander la permission, qui se croyait d'un autre niveau, qui humiliait son ex-femme dans un couloir parce qu'elle était au bras de quelqu'un de plus prospère. Il était maintenant dans le métro de Moscou, à 7h du matin, serré entre les passagers, la main agrippée à la barre métallique et la fierté accrochée au fond de sa poche. La vie exige son dû, elle n'envoie pas d'avertissement, ne fixe pas d'heure. Elle exige simplement. Il est important d'expliquer pourquoi cela fait toute la différence dans l'histoire. Le métro de Moscou est l'un des plus efficaces du monde, avec des stations décorées comme des musées, héritage de l'ère soviétique. Prendre le métro à Moscou n'est pas une punition. C'est plus comparable à prendre le métro de São Paulo à l'heure de pointe. Tout le monde le prend. Mais pour Roman Pavlov, qui avait bâti toute son image sur les apparences, rendre sa voiture importée et prendre le métro fut une humiliation, parce que le métro était démocratique et Roman n'avait jamais voulu être l'égal de personne. Le 5e domino. L'appartement, l'hypothèque que Roman avait toujours utilisée comme une arme. L'appartement est à moi, l'hypothèque est à moi. C'est devenu un fardeau. Sans le chiffre d'affaires des projets, les mensualités s'accumulèrent. En 4 mois, il commença à accuser du retard. En 6, il reçut la première notification de la banque. L'appartement qu'il avait utilisé pour expulser Alice l'expulsait maintenant lui-même. Avez-vous remarqué la vitesse à laquelle cela s'est produit? 6 mois. Tout ce que Roman avait bâti en des années s'effondra en 6 mois. Et ce ne fut pas parce que quelqu'un l'avait persécuté. Ce ne fut pas parce que Alice avait comploté une vengeance. Ce ne fut pas parce que Maxime avait voulu le détruire. Ce fut parce que Roman Pavlov n'avait pas réussi, même pour une seule nuit, à être une personne décente, une nuit à son propre mariage, devant sa propre ex-femme. Il aurait suffi de se taire, il aurait suffi d'acquiescer, de dire un bonsoir poli et de continuer à danser avec la mariée. Mais non, il fallait qu'il humilie. Il fallait qu'il montre qu'elle ne valait rien, il fallait qu'il se prouve à lui-même que le pouvoir était toujours le sien.
Et ce pouvoir, ce besoin de dominer, lui coûta absolument tout. Vika remarqua les changements en quelques semaines. Au début, Roman dissimula, affirmant qu'il s'agissait d'une restructuration de portefeuille, que le marché s'ajustait et que tout reviendrait à la normale en 3 mois. Mais Vic, jeune, oui, inexpérimentée sur certains points peut-être, mais pas stupide, elle voyait les relevés bancaires sur son téléphone, elle voyait la voiture disparaître du garage, elle voyait les dîners avec les clients se raréfier, elle voyait l'humeur de Roman s'assombrir. Les regards durs, les silences pesants. Elle commença à poser des questions, et les réponses que Roman lui donnait étaient les mêmes que celles qu'il donnait à Alice, mot pour mot. « Tu ne comprends rien aux affaires. Ne t'en mêle pas. Ce n'est pas ton problème. Tu exagères. » Ce geste en disait plus que n'importe quel mot, car un homme qui utilise le même scénario avec sa nouvelle épouse qu'avec l'ancienne ne s'est pas trompé par circonstance. Il s'est trompé par nature. Le problème n'avait jamais été Alice, n'avait jamais été Vika. Le problème avait toujours été Roman. Il était sien. Il était en lui, et il allait partout où il allait. Vika appela son frère. Son frère l'écouta et dit quelque chose qui changea tout. Vika demanda à Roman comment il traitait son ex-femme. Vika demanda, et Roman, acculé, fit ce qu'il faisait toujours. Il disqualifia. Alice était instable. Alice ne travaillait pas correctement. Alice m'étouffait. Mais Vic était la fille d'Andrésime. Elle avait grandi en voyant son père négocier. Elle savait quand quelqu'un vendait une version édulcorée de la réalité. Et pour la première fois, elle regarda Roman et ne vit pas le mari qu'elle avait choisi. Elle vit le contour d'un homme qu'elle ne connaissait pas et qu'elle ne voulait pas connaître. 3 semaines après le mariage, Vika fit ses valises. Ce ne fut pas une scène dramatique. Il n'y eut pas de cris, pas d'assiette cassée. Elle rangea simplement 2 valises, appela le chauffeur de son père et retourna à la maison familiale. Elle laissa les alliances sur la table de la cuisine, posées sur une serviette blanche. Elle ne laissa pas de mots. Roman trouva les alliances en rentrant du travail. Il resta immobile dans la cuisine. Le même endroit où, 2 ans auparavant, Alice s'était tenue, une tasse de thé froid à la main, entendant qu'elle avait été remplacée. La même table, le même silence. L'ironie était parfaite, et la vie, quand elle veut être ironique, ne lésine pas sur les moyens. C'est à ce moment-là que Roman fit la seule chose qu'il n'avait pas encore tentée. Il appela Alice. Il était 22 heures, un mercredi soir froid. Alice était à son bureau, terminant une proposition pour un nouveau client. Le téléphone sonna. Elle regarda, numéro inconnu, et décrocha par réflexe. « Allô Alice, c'est moi. » 3 secondes de silence. Elle reconnut la voix, s'assit lentement sur sa chaise. « Roman. Je voulais parler, c'est tout. Je n'appelle pas pour discuter. Je voulais juste parler 5 minutes. » Sa voix était différente, plus basse, plus éraillée, sans l'assurance calibrée qu'il affichait toujours. Il sonnait comme un homme fatigué, et peut-être était-il vraiment un homme fatigué. Mais Alice, qui avait vécu 4 ans avec cette voix, en connaissait aussi les versions fatiguées, vulnérables, suppliantes. Elle savait que chacune d'elles était un outil différent. Quand le ton assuré ne fonctionnait pas, Roman en changeait. C'était un homme aux multiples tons, mais c'était toujours le même homme à l'intérieur. Roman. Non, Alice, s'il te plaît, je sais que j'ai fait une erreur. Je sais. Je t'ai maltraité à ce mariage. J'ai été idiot, mais nous avons une histoire. Nous avons 4 ans. Je voulais au moins te demander pardon, te regarder dans les yeux, clore ça correctement. C'était le scénario. Remarquez, ce n'était pas improvisé. Chaque mot avait été calibré avant de composer le numéro. Nous avons une histoire. Clore ça correctement. Ce sont des phrases de manipulateurs professionnels. Des phrases qui ouvrent des portes, qui repositionnent le demandeur comme quelqu'un de raisonnable et la victime comme quelqu'un qui serait inutilement dur. La même technique, toujours, appliquée de l'autre côté de la ligne. Maintenant, Roman, je vais être direct. Notre histoire a déjà été close par toi. Le jour où tu m'as donné 2 jours pour quitter la maison, il n'y a plus rien à clore. Tout est clos. Bonne nuit. Et elle raccrocha, sans agressivité, sans crier, sans laisser de marge. Elle raccrocha, c'est tout. Elle regarda le téléphone dans sa main. Ses mains ne tremblaient pas. Avant, avec cette voix à l'oreille, elle aurait tremblé.
Elle aurait rappelé pour s'excuser d'avoir été dure. Elle aurait pleuré. Elle aurait pardonné par réflexe et aurait ensuite passé la nuit à se sentir coupable de ne pas avoir mieux répondu. Non, cette fois-ci. Cette fois-ci, elle retourna à la proposition du client, termina le dernier paragraphe, enregistra le fichier, éteignit la lumière du bureau et rentra chez elle. Dans le métro, appuyée contre la fenêtre, elle réalisa qu'elle avait complètement oublié l'appel en chemin, sans rancune, sans traumatisme. Elle avait juste oublié. Et cet oubli fut la victoire la plus silencieuse de toute son histoire. Concentrons-nous ici. Car le public a peut-être pensé que la grande victoire d'Alice fut ce qui s'est passé au mariage. Ce ne fut pas le cas. La grande victoire eut lieu dans ce métro, appuyée contre la fenêtre en oubliant l'appel. Quand une femme, qui a passé des années à être contrôlée, oublie son ex sur le chemin du retour, elle est libre. Et pourtant, j'essaie d'être neutre. Mais il est impossible de ne pas remarquer que Roman Pavlov, l'homme qui avait donné 2 jours à Alice pour faire ses valises, recevait maintenant la monnaie de sa pièce. À la différence près que Vika n'avait même pas prévenu. Elle était simplement partie. 2 valises et une porte close. Moins de mots que Roman n'en avait donné à Alice et infiniment plus de dignité. Savez-vous ce que cela signifiait concrètement? Roman Pavlov, moins d'1 mois après son mariage, avait perdu sa femme, son contrat, sa voiture et était sur le point de perdre son appartement. Tout cela parce qu'il n'avait pas su tenir sa langue dans un couloir pendant 3 minutes. Tout cela parce que le besoin d'humilier l'avait emporté sur la sagesse de se taire. Tout cela parce qu'un homme de plus de 30 ans n'avait pas appris une leçon que des enfants de 7 ans connaissaient déjà. Si vous n'avez rien de bon à dire, ne dites rien. Les mois suivants apportèrent à Alice ce qu'elle avait mérité de construire. L'hiver vint, puis le printemps, et la vie d'Alice changea avec le paysage de la ville. L'agence Krylova et Associés grandit non pas de manière explosive, ni du jour au lendemain, mais avec constance, par le travail, par une réputation bâtie, projet après projet. 2 nouveaux clients apparurent sur recommandation de Maxime. Non par faveur, non par charité, mais parce que Maxime connaissait des gens qui avaient besoin de bon contenu, et il savait que l'agence d'Alice livrait des résultats. Puis vinrent 3 autres clients sur recommandation des 2 premiers. L'équipe passa de 3 à 6 rédacteurs. Alice loua un bureau plus grand près de la station Boulevard Tsvetnoï, avec sa propre salle de réunion et une fenêtre donnant sur une petite rue arborée. Un matin de février, 2 mois après le mariage rompu, Alice entra dans un café près du bureau pour acheter une viennoiserie avant sa réunion. Au comptoir, elle sentit un regard sur elle. Elle se retourna. C'était Vika. Sans la robe blanche, sans le sourire de mariée, juste une jeune femme avec un bonnet de laine, un manteau sombre, les yeux rougis par les pleurs ou le manque de sommeil. Elle attendait un café à emporter. Les 2 femmes se reconnurent immédiatement. Vika fit 2 pas vers elle, s'arrêta et dit d'une voix basse, presque inaudible, « Je ne savais pas comment il te traitait. Quand Vassili me l'a raconté, je n'y ai pas cru au début, puis j'ai cru. » Alice la regarda calmement, sans rancune, sans joie. « Tu ne me dois rien, » dit Alice. « Je sais, mais je voulais te le dire si je te rencontrais un jour. Tu n'avais pas tort, tu n'exagérais pas. » Alice hocha lentement la tête. Elle sentit quelque chose se relâcher dans sa poitrine, une corde dont elle ignorait qu'elle était encore tendue en elle. Vika n'était coupable de rien de ce qu'Alice avait vécu. Vika n'était que la prochaine victime sur la liste. Et, maintenant, plus tôt que prévu, elle avait compris. « Prends soin de toi, » dit Alice. « Toi aussi. » Vika prit son café, baissa son bonnet jusqu'aux sourcils et sortit dans la neige fine. Alice resta un instant au comptoir, reçut sa viennoiserie, paya et sortit à son tour. Et tandis qu'elle retournait au bureau, elle réalisa que cette conversation de 40 secondes avait fait pour elle quelque chose que 2 ans de thérapie n'auraient pas accompli. Elle avait confirmé à voix haute, par la bouche d'une autre personne, ce qu'elle savait déjà en silence. Ce moment clé, c'est ce que le public retiendra. Car 2 femmes qui auraient pu se haïr, qui avaient tout le scénario dramatique pour s'affronter, s'étaient rencontrées dans un café un jour de février et avaient fait exactement le contraire.
Elles n'étaient pas devenues amies, n'avaient pas échangé leur numéro de téléphone, mais elles s'étaient reconnues. Et la reconnaissance entre femmes qui avaient traversé la même épreuve était une forme de guérison silencieuse. Sa mère vint de Voronezh et resta une semaine. Alice l'emmena visiter le bureau. Sa mère resta immobile devant la porte, regardant la plaque portant le nom de sa fille. « Krylova et associée », lut sa mère à voix haute. « Oui », dit Alice. Sa mère ne dit plus rien. Elle serra juste sa fille fort dans ses bras, de cette manière qu'une mère étreint quand elle sait tout, mais attend que sa fille raconte. Et Alice n'eut pas besoin de raconter. L'étreinte était déjà toute la conversation. 4 ans de distance forcée, d'appels écourtés, de visites annulées. Tout était là, dans cette étreinte, en train d'être guéri. Sans un mot. Concentrons-nous ici, car sa mère savait, elle avait toujours su. Elle l'avait senti dans les appels courts, dans les week-ends annulés, dans le ton de voix qui était devenu de plus en plus bas, de plus en plus prudent, comme si sa fille avait peur de parler trop fort dans sa propre maison. Une mère sent, même de loin, même sans que personne ne dise rien. Et maintenant, immobile devant le bureau de sa fille, voyant son nom sur une plaque, sa mère pouvait enfin relâcher l'air qu'elle avait retenu pendant 4 ans. Nastasia vint aussi. Elles s'assirent au café de la Pokrovka, une fois de plus, à la même table habituelle, avec la même odeur de café et de pâtisserie feuilletée. « Alors, Roman a tout perdu à cause de toi ?» demanda Nastasia avec un sourire. « Non pas à cause de moi, mais à cause de lui-même. J'étais juste là. Tu étais là, et tu étais incroyable. J'étais là, et j'étais moi-même. Pour la première fois depuis longtemps. » Nastasia leva sa tasse. « Je trinque à cela. » Elles ont trinqué avec un café chaud, noir, sans sucre, et ce fut le toast le plus honnête que Alice eût jamais porté. Maxin et Alice ont continué ensemble. Non pas avec des étiquettes hâtives, non pas avec de grandes déclarations, non pas avec cette urgence de ceux qui doivent tout définir avant que le doute n'apparaisse. Ils ont continué comme ils avaient recommencé, avec respect, avec de l'espace, avec la certitude tranquille qu'ils étaient au bon endroit. Il l'a emmené découvrir sa maison, un appartement spacieux dans la région de Khamov, rempli de livres et doté d'une cuisine où il cuisinait le dimanche avec une dévotion quasi scientifique, mesurant les épices à la cuillère, chronométrant chaque étape. Elle l'a emmené rencontrer sa mère à Voronezha. La mère a regardé Maxime, a regardé sa fille et a simplement acquiescé de la tête. Une approbation silencieuse, la plus précieuse de toutes. Alice a repris le manuscrit, non pas les mêmes 120 pages que Roman avait jetées à la poubelle, celles-là étaient irrécupérables. Mais le thème, les entrepreneurs des années 90, la force de ceux qui construisent à partir de rien, ce thème ne l'avait jamais quitté. Elle a recommencé à zéro. De nouvelles interviews, une nouvelle structure, une nouvelle approche. Et cette fois, personne au monde ne dirait que c'était amateur. Personne ne jetterait rien, car désormais le manuscrit était protégé par la seule personne qui devait le protéger, elle-même. Un jour d'hiver, alors qu'il neigeait dehors et que la ville entière semblait enveloppée de coton blanc, Alice a ouvert son ordinateur dans le bureau de Twetten Boulevard, a regardé le fichier du nouveau manuscrit et a réalisé qu'elle avait écrit plus de 200 pages, non pas en semaines, mais en mois, avec calme, avec plaisir, sans hâte et sans peur. Elle a sauvegardé le fichier, a regardé par la fenêtre. La neige tombait lentement, de gros flocons, lents, comme si le ciel avait tout son temps. Et elle a pensé, c'est ça? C'est exactement ça. Cette semaine-là, elle a envoyé les 150 premières pages à une petite maison d'édition de Sao Petersburgo, spécialisée dans les récits non fictionnels sur la Russie contemporaine. Elle a envoyé et est retournée au travail. La réponse est arrivée 5 semaines plus tard, un mercredi après-midi. Alice révisait une campagne publicitaire lorsqu'elle a vu l'objet de l'email concernant son manuscrit. Elle l'a ouvert, l'a lu une fois, l'a relu. L'éditeur acceptait. Il voulait publier. Il demandait 3 mois supplémentaires pour qu'elle termine les derniers chapitres. Ils offraient un contrat standard. Un premier tirage de 3000 exemplaires. Lancement prévu pour l'automne suivant. Alice a fermé l'ordinateur, a marché jusqu'à la fenêtre. Ses épaules tremblaient légèrement. Ce n'étaient pas des pleurs.
C'était la sensation d'une porte restée fermée pendant des années, s'ouvrant enfin de l'autre côté, sans qu'elle ait besoin de la pousser, s'ouvrant simplement, parce que l'heure était venue. C'est le moment que le public attendait, car le manuscrit que Roman avait jeté à la poubelle, le manuscrit qu'il avait dit que personne n'accepterait, allait maintenant à l'imprimerie avec son nom sur la couverture. Il n'avait pas été réécrit, il avait été relevé et s'était élevé plus haut qu'il ne l'était auparavant. Elle n'a pas pensé à Roman, n'a pas pensé à l'appartement de Plichika, n'a pas pensé à la robe qu'il avait donnée à quelqu'un d'autre, ni au fauteuil où elle ne s'asseyait jamais, ni à la voix qui disait « Tu exagères ?» Avec ce calme qui coupait comme une lame, elle a pensé à elle-même. Et ce fut la vraie victoire. Non pas la chute de Roman, non pas le contrat annulé, non pas la voiture rendue, ni l'appartement menacé, ni l'épouse qui est partie après 3 semaines. Tout cela était une conséquence. La conséquence de ce qu'était Roman. La victoire d'Alisa n'a pas été sa défaite. La victoire d'Alisa, c'était elle-même. Ce fut le nouveau manuscrit. Ce fut le bureau avec son nom sur la porte. Ce fut le café avec Nastia. Ce fut l'étreinte de sa mère. Ce fut la fenêtre de l'appartement d'Alexevaya, avec vue sur le parc. Ce fut la robe couleur pêche qu'elle avait elle-même choisie. Ce fut le fait de se regarder dans le miroir et de n'entendre aucune voix autre que la sienne. C'est l'histoire que je voulais raconter aujourd'hui. Une histoire sur une femme brisée de l'intérieur sans que personne ne le remarque, qui a été jetée comme on change de téléphone portable, qui a eu 2 jours pour faire les bagages de toute une vie et qui, malgré tout cela, s'est relevée. Non pas parce que quelqu'un l'a sauvée, mais parce qu'elle s'est sauvée elle-même par le travail, par la patience, avec une amie qui a dit « Je suis là », avec une mère qui a attendu, avec un homme qui a su rester à ses côtés sans avoir besoin de se mettre en avant. La leçon de cette histoire n'est pas compliquée. Elle est simple, si simple que presque personne ne l'aperçoit lorsqu'il la vit. Le plus grand pouvoir qu'une personne puisse avoir est le pouvoir de se reconstruire. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas un poste, ce n'est pas le statut. C'est la capacité de regarder les morceaux, de les assembler un par un et de monter quelque chose de nouveau, de meilleur, de plus fort, de plus vrai. Et celui qui tente d'ôter ce pouvoir à une autre personne, tôt ou tard, perd le sien. Roman Pavlov a essayé et a perdu. Alice Krylova a reconstruit et a gagné. Et maintenant, je dois vous parler à cœur ouvert. Envoie à cette amie qui est devenue étrange après s'être mariée. Envoie à cette voisine qui semble avoir cessé d'exister à l'intérieur de sa propre maison. Envoyez aujourd'hui. Non, demain. Aujourd'hui, parce que Alice a mis 4 ans pour découvrir que ce qu'elle vivait avait un nom. Et peut-être de l'autre côté de cet écran existe une femme qui vit la même chose depuis 2, 3, 5 ans, sans savoir que cela a un nom, sans savoir qu'il y a une issue. Cette histoire peut être son coup de téléphone. Faites que cet appel téléphonique ait lieu. Racontez aussi si vous connaissez quelqu'un ou si ce sont vous-même qui avez vécu quelque chose de similaire et avez réussi à vous relever. Ces histoires doivent apparaître ici, côte à côte, pour que personne ne se sente seul. Nous apportons toujours des histoires sur eux qui enseignent, qui émeuvent et qui restent avec vous après la fin de la vidéo. Et comme toujours, cela vaudra chaque seconde. Nous nous retrouvons à la prochaine.